Merci à Dominique Rimbourg d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus pour l'entendre. Question publique, vous le savez, est un cycle de conversations publiques co-organisé par le Conseil de développement de Nantes Métropole, la revue Place Publique et le CCO, le Centre de communication de l'Ouest, qui nous accueille. Généralement, nos réunions se tiennent à peu près tous les mois. Et puis là, on a fait une sorte de pause puisque notre dernière conversation publique remonte au mois de décembre. Elle portait sur les chrétiens de gauche et vous avez vu l'actualité imprévisible à l'époque de la question religieuse. Et puis nous avons fait une sorte de pause parce que, comme vous le savez, le Conseil de développement de Nantes Métropole a accueilli en février la rencontre nationale des conseils de développement. Il y a d'ailleurs eu des débats de très bon niveau et tout à fait intéressant, ce qui a expliqué que nous ayons pris quelques libertés avec notre rythme habituel. Mais là, nous reprenons les choses. Et nous avons deux autres rendez-vous fixés avant l'été. Je vous les rappellerai à la fin de notre discussion. Donc, notre invité d'aujourd'hui, Dominique Rimbourg, qui est évidemment bien connu ici, puisqu'il est député de la circonscription du Sud-Loire. Il est aussi avocat de profession, et je pense que il y a un lien évident entre sa profession et l'intérêt qu'il marque en tant que législateur sur les questions de prison, sur les questions de sécurité de manière plus générale. Et il présidait où il préside encore, je ne sais pas, c'est un peu fini, voilà, oui, la mission d'information parlementaire sur la surpopulation carcérale, qui a en effet rendu son rapport à la fin du mois de janvier, je crois. Ce que je propose que nous fassions ce soir, c'est d'abord que vous nous expliquiez les raisons de la constitution de cette commission, que vous dressiez une sorte d'état des lieux. Est-ce que la situation dans les prisons françaises est aussi catastrophique qu'on le dit ? Dans un deuxième temps, écoutez, vous pourrez énumérer les propositions qui sont les vôtres. On reviendra également sur l'accueil qui a été fait à ces propositions. Et enfin, dans un dernier temps, nous verrons ce qui est susceptible de se passer maintenant. Alors, la soirée va se passer comme d'habitude, une conversation entre nous deux, et au cours de laquelle Philippe Audic, qui est entre autres le président du Conseil de développement, interviendra évidemment. Et dans la deuxième partie de la soirée, donc d'ici à peu près 1 heure, la parole sera évidemment à la salle pour poser toutes les questions, faire tous les témoignages, faire toutes les objections éventuelles à Dominique Rimbourg. Donc, à vous la parole. Pourquoi ce travail parlementaire sur la surpopulation carcérale ? Quelle est l'origine de la constitution de cette commission ? C'est un travail que nous avons décidé collectivement au sein de la commission des lois. La majorité de la commission des lois, nous sommes 73 à la commission des lois, avec une majorité, avec une répartition qui est la même répartition que la répartition des forces politiques à l'Assemblée nationale. Nous avons donc décidé de faire une mission sur la surpopulation carcérale, étant précisé que c'est aussi une mission, on ne peut pas s'intéresser à la surpopulation carcérale sans se préoccuper de la politique pénale. Parce que la surpopulation carcérale, c'est le résultat d'une politique. Alors, qu'est-ce qui a présidé à cette mise en place ? Ce qui a présidé à cette mise en place, c'est de dire que nous avions une fenêtre. Nous sortions d'une période de 10 années où il y avait eu assez peu de réflexion en matière pénale et où nous avions été à la remorque des différents faits divers, plus ou moins crapuleux, plus ou moins horribles, mais souvent tout à fait horribles, et qu'à la suite de ces faits divers, à chaque fait divers avait correspondu une loi. Le viol d'un petit garçon au mois d'août 2007 par un sortant de prison, ce sont les peines planchées. L'assassinat d'une joggeuse dans le Nord, c'est la rétention de sûreté. Et au fur et à mesure, on a accumulé les lois de cette façon-là, sans forcément réfléchir. Beaucoup. Et donc, on s'est dit, nous avons connu une victoire électorale, c'est le moment où nous pouvons réfléchir à cette question
de la façon de sanctionner dans notre société. On avait cette fenêtre parce qu'il y avait une victoire électorale, on avait une deuxième fenêtre parce que aussi l'inquiétude s'était déplacée, et que l'inquiétude n'était plus l'insécurité, mais l'inquiétude était devenue le chômage et le pouvoir d'achat. Et qu'à ce moment-là, on pouvait essayer de commencer une réflexion un peu plus sereine sur les questions de droit pénal. Le droit pénal, la réponse pénale, la réponse à la délinquance, c'est une réponse sur plusieurs niveaux. Le premier de ces niveaux, c'est un niveau symbolique, c'est-à-dire que la réponse à la délinquance, la réponse aux délinquances au pluriel, disons qu'il y a une réponse qui est une réponse symbolique au crime. Et le crime, c'est ce qui vient troubler l'ordre social. Et donc forcément, il y a une réponse qui est une réponse qui doit rassurer autour des valeurs de la société en disant, bien, dans notre société, on ne tue pas, on ne viole pas, on ne vole pas. C'est rappeler les interdits. C'est rappeler les interdits. Ça, c'est la première dimension. Il y a une deuxième dimension qui est une dimension plutôt pratique. C'est la réponse aux délinquances au pluriel, aux différents types de délinquance, en disant comment nous allons essayer de faire en sorte qu'il y en ait moins et que ceux qui ont commis des actes cessent d'en commettre. La troisième dimension, c'est une dimension qui est une dimension restauratrice, réparatrice, c'est-à-dire se tourner vers la victime et dire à la victime, quand il y a une victime, parce qu'il n'y a pas autant de victimes, il y a tous les délits n'ont pas de victimes ou de victimes désignées. Le trafic, par un exemple, le trafic de stupéfiants, il n'y a pas de victimes désignées, même si collectivement on est tous victimes de ça. La conduite sous l'empire de l'alcool, dès qu'il y a un instant, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de victime désignée. Mais c'est aussi une des missions de la justice que de se tourner vers la victime et de dire, eh bien, voilà, on essaie de réparer pour autant que faire se peut. Parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de l'irréparable. Évidemment, on ne répare ni la mort, on ne répare ni les graves blessures psychiques que peuvent représenter un viol, ni les graves blessures physiques que peuvent représenter des agressions. Mais ce sont ces trois dimensions qu'il faut allier. Alors, quel lien entre ce rappel des missions de la justice et la question plus spécifique tout de même de la surpopulation dans les prisons ? Eh bien, la surpopulation, elle est liée à une politique qui a été la politique de nos prédécesseurs pendant 10 ans, qui a été, à mon avis, une politique du côté du symbole. C'est-à-dire qu'à chaque question sur l'insécurité, on a répondu du côté du symbole, du côté des choses les plus graves, en renforçant la pénalité. Et alors, les conséquences, ce sont des conséquences qu'on a retrouvées dans la surpopulation carcérale. Entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2012, on est passé de 47 000 détenus à 65 000 détenus. Et pendant cette période, le nombre de détenus a augmenté de 34%, alors que la population, dans la même période, augmentait de 7%. C'est donc dire qu'il y a eu une montée de l'incarcération. Alors, vous dites, cette montée de l'incarcération s'explique par une politique pénale qui, pour des raisons, pour des raisons politiques, pour rassurer l'électorat, on mettait les gens en prison. On peut aussi dire qu'après tout, c'est peut-être parce que la délinquance objectivement a cru. Alors, sur cette question de l'augmentation, personne ne peut exactement dire. On ne sait pas mesurer la délinquance. Aujourd'hui, c'est c'est une réalité qu'on approche. Nos prédécesseurs ont prétendu la mesurer à partir du chiffre des chiffres policiers. Ce que dans le jargon technique, on appelle l'état 4001, c'est-à-dire le recensement par la police des faits qu'elle constate, soit d'initiative, soit sur plainte. Mais chacun sait que la police ne constate pas tout, et qu'il y a des faits qui ne sont pas constatés, il y a des faits qui sont très bien constatés. Le vol de voiture, par exemple, parce que les voitures sont assurées, c'est extrêmement bien constaté. Les violences physiques, comme une bonne partie des violences physiques sont des violences commises par des proches, notamment des violences familiales, il y a beaucoup de victimes qui ne portent pas plainte. Si le vol de voiture est bien constaté, le vol de vélo, lui, n'est pas bien constaté, parce que les vélos ne sont pas assurés, et donc l'intérêt de porter plainte, puisque la chance de voir son voleur arrêté et le vélo restitué est très faible, l'intérêt de porter plainte est faible. Donc il n'y a pas de mesure de la délinquance. Donc il y a une augmentation, qui est une augmentation importante du nombre de détenus, avec parallèlement une augmentation du nombre de places, ce qui fait qu'il y a une surpopulation, mais il faut dire les choses avec l'honnêteté intellectuelle qui convient. Nous sommes donc passés d'un taux d'incarcération de 75 détenus pour 100 000 habitants en 2001, fin 2001, à un taux qui est aujourd'hui de 102 pour 100 000. Ce qui est un taux qui est important, mais qui n'est pas délirant.
C'est-à-dire que l'Allemagne est à 92, elle est passée de 98 à 92, les pays scandinaves sont autour de 70, l'Angleterre est autour de 150, l'Espagne est aussi beaucoup plus haut. On ne parle pas des États-Unis qui sont autour de 700. Mais ça, c'est un autre monde, c'est une autre culture, c'est quelque chose de totalement différent. Mais cette accentuation de l'incarcération n'a pas correspondu avec une accentuation parallèle des moyens. Et donc nous sommes dans une situation dans laquelle il y a une surpopulation moyenne de 117%, c'est-à-dire qu'il y a 117 détenus pour 100 places, mais ce chiffre-là, qui est statistiquement vrai, est un chiffre qui ne traduit pas la réalité, parce que l'administration pénitentiaire, à juste titre, pratique ce que l'on appelle un numerus clausus, c'est-à-dire qu'il y a deux types d'établissements, les établissements que sont les maisons d'arrêt dans lesquels on entre en début de peine ou pour une courte peine jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, et les établissements pour peine au-delà. Et on entre dans les établissements pour peine que lorsqu'il y a une place, ce qui fait que les établissements pour peine ne connaissent pas de surpopulation, mais en revanche, la surpopulation est concentrée dans les maisons d'arrêt et elle atteint un chiffre qui oscille entre 134 à 137%. C'est-à-dire il y a 137 personnes pour 100 places. Concrètement, dans les conditions de vie des détenus, comment ça se traduit, cette surpopulation dans les maisons d'arrêt ? Alors c'est là que c'est le plus difficile à supporter parce que la maison d'arrêt connaît en général un régime qui est un régime cellulaire, c'est-à-dire que les détenus sont enfermés à raison de, au maximum, mais c'est un maximum qui est souvent atteint, 21 heures par jour, c'est-à-dire ils ont 1h30 de promenade le matin, 1h30 de promenade l'après-midi, et ils sont pour le restant du temps en cellule, sauf ceux qui travaillent, sauf activité, sauf cours, sauf sport. Mais c'est le régime qui est le régime de base, à partir duquel il y a des exceptions qui sont des exceptions relativement nombreuses. Mais ça veut dire que c'est un enfermement extrêmement difficile pour des prévenus et les condamnés à des courtes peines et les condamnés en attente d'incarcération dans un autre établissement. Et cette surpopulation a des conséquences qui sont des conséquences importantes. D'abord, ce sont parfois des conditions de détention qui sont indignes, anormales, pas normales dans un pays comme le nôtre. La maison d'arrêt des Baumettes, 1800 personnes, 1200 places. La maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte, autour de 90 personnes pour 39 places. Plus de 200% de taux d'occupation. Même chose à la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon. La nouvelle prison de Nantes, on dit qu'elle est déjà surpeuplée ? Oui, d'après ce que je sais, il y aurait déjà une vingtaine de matelas par terre. Donc, et grosso modo, tous les soirs, il y a 600 personnes qui dorment sur des matelas par terre. Alors, ça a l'air de rien de dormir sur un matelas par terre, mais ça veut dire qu'on dort sur un matelas dans une cellule qui est faite autour de 10 mètres carrés et que le matelas il est posé à terre avec par ailleurs 2 lits superposés. Donc c'est des conditions d'inconfort qui sont des conditions d'inconfort qui interdisent aux surveillants de travailler les questions de réinsertion, qui font vivre les détenus dans des conditions telles qu'on ne peut pas envisager l'avenir, on ne peut pas progresser, qui oblige les surveillants à travailler dans des conditions très difficiles, parce qu'on ne dit pas assez la difficulté du travail pénitentiaire dans ces conditions-là, et qui obère les chances de faire fonctionner correctement la prison, c'est-à-dire d'essayer de lutter contre la récidive. Donc, tout le rapport, il est tendu autour d'une idée, c'est pas simplement une question humanitaire, ça l'est aussi, mais c'est aussi une question d'efficacité. Dotons-nous d'un système qui fasse fonctionner correctement le triptyque qui tourne autour de la justice pénale, le triptyque police, justice, pénitentiaire. Et pour que nous doter de ce système-là, il ne faut pas qu'un élément qui est un élément très important, qu'est la prison, soit surpeuplée. Est-ce qu'on est capable d'établir un lien entre la surpopulation des prisons et le taux de suicide des prisonniers, par exemple ? Pas scientifiquement. Le suicide est lié à la fois à des conditions de vie. On ne se suicide pas de la même façon en fonction de son niveau de revenu, en fonction de son statut, si on est seul ou si on n'est pas seul. Il y a un niveau de suicide dans les prisons qui est supérieur au niveau de suicide qu'il y a dans la société ordinaire. Mais d'un autre côté, les sociologues vous objecteront que en prison vont en prison des individus qui sont particuliers puisqu'ils ont été sélectionnés par le système judiciaire et qu'en conséquence, la comparaison n'est pas valable. Donc,
empiriquement, on se dit que ça ne doit pas être bon pour l'équilibre psychique que de vivre dans de telles conditions, mais ça ne peut pas aller au-delà. Scientifiquement, on ne peut pas avoir des liens de causalité qui soient des liens de causalité aussi forts. Mais on peut se dire que si on améliore les conditions de vie, on améliorera la question du suicide. Alors expliquez-nous comment concrètement la Commission a-t-elle travaillé pour faire ce rapport ? Elle a travaillé comme une commission, comme une mission d'information habituelle de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on a procédé à des auditions qui étaient une série. Bon, on a entendu un peu tout le monde. On a entendu des anciens détenus, on a entendu l'administration pénitentiaire, on a entendu des magistrats, des avocats, des syndicats de surveillants, des syndicats de directeurs d'établissements pénitentiaires. On s'est déplacé à plusieurs reprises, pas assez à mon goût, mais c'est mon choix. Enfin, c'est mon choix. C'est le choix de la mission d'information parce que cette mission a été percutée, dans le calendrier de cette mission a été percuté par la conférence de consensus, sur laquelle on reviendra peut-être. La garde des Sceaux, dans le même temps, a mis en place un processus de conférence de consensus visant à essayer de réunir un panel d'experts pour aboutir à une série de recommandations luttant contre la récidive. Comme le but de ce travail était aussi de contribuer à la lutte contre la récidive, j'ai voulu que ce travail paraisse fin janvier, avant la conférence de consensus qui était prévue pour les 14 et 15 février. En conséquence, nous n'avons pas visité autant d'établissements que j'aurais voulu en visiter. On s'est abstenu de faire des déplacements lointains parce qu'il y a une situation très particulière outre-mer, dans les maisons d'arrêt de la Guadeloupe, dans la maison d'arrêt de Nouméa et dans la maison d'arrêt de Magicavo à Mayotte. Mais la situation est pire qu'en métropole ? La situation est plutôt pire qu'en métropole, parce qu'en métropole, on arrive évidemment à déplacer des détenus. Et dans une île, c'est quand même très difficile, et les détenus tiennent à rester pas trop loin de chez eux, parce qu'ils peuvent recevoir la visite de leur famille. La situation de Mayotte est par ailleurs très particulière. C'est un département avec tout le problème de la pression des Comores. Enfin, on ne va pas s'étendre sur la situation de Mayotte, mais qui mérite d'être. C'est un cas intéressant. Je ne dis pas ça mais c'est une situation très particulière. Je ne dis pas ça du tout par volonté de ne pas m'intéresser et de passer ça par pertes et profits. On s'est déplacé à Fresnes. Fresnes, de mémoire, là j'ai un petit trou, mais 2300 personnes pour 1500 places quand même. Ce sont donc des établissements déjà aussi surpeuplés. On s'est déplacé à Lyon, et à Lyon on a visité l'ensemble des établissements, c'est-à-dire la nouvelle maison d'arrêt de Lyon-Corbas, l'UHSA, c'est-à-dire l'unité hospitalière de soins adaptés, ce qui est en clair l'enclave pénitentiaire dans l'hôpital psychiatrique. On a visité le centre de semi-liberté, et le centre de semi-liberté, lui aussi, celui de Lyon, 130 personnes pour 100 places, mais étant précisé que les 100 places, ce sont déjà des places un peu bricolées, puisque normalement il y a 50 chambres, et que l'administration pénitentiaire, pour accueillir tout le monde, parce que c'est plutôt une situation plus favorable que de rester en prison, que d'être dans un centre de semi-liberté, a aménagé toutes les chambres et les a dédoublées. C'est-à-dire que c'est 130 personnes pour 50 places normalement. Et donc, avec une situation qui laisse un peu rêveur. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas suffisamment de surveillants, le surveillant de nuit, il est tout seul les vendredis soirs, samedis soirs et dimanches soirs. Il est tout seul pour normalement 130 personnes, mais il y a un peu de permissionnaires. Et c'est parce que comme il y a des permissionnaires, là, ce soir-là, il est tout seul. Mais les autres soirs, ils sont deux. Ce qui veut donc dire qu'il ne rentre pas dans la détention. Il reste, il est dans le centre de SMI, mais les pénitentiaires font une distinction entre ce qui est à l'intérieur de la détention, où les détenus sont, et ce qui est à l'extérieur de la détention. Donc, il ne rentre pas dans la détention. Et les portes sont ouvertes. Ce qui veut donc dire que ce sont 80-90 personnes qui sont laissées sans surveillance. Et ce ne sont pas forcément les meilleurs. Il n'y a pas que des gens bien sous tout rapport. Donc, les relations du fort sur le faible, ça laisse un peu... Et le directeur, le chef de détention dit « Mais moi, je ne peux pas faire autrement, parce que j'ai reçu des injonctions de lutter contre ça. Mais avec le personnel que j'ai, je ne peux mettre 2 surveillants que les lundis, mardis, mercredis et jeudis, là où j'ai plus de monde. Et moi, je suis d'astreinte, donc s'il y a besoin de rentrer en détention, s'il se passe quelque chose, je viens. Parce que j'ai mon appartement qui est pas loin, donc moi, je suis d'astreinte avec mon adjoint. » Je vous dis ça pour illustrer à la fois la difficulté qu'il y a à vivre dans de telles conditions, la difficulté qu'il y a à travailler dans de telles conditions. Et donc, on ne peut pas prétendre être efficace
sur les délinquances, c'est-à-dire le deuxième volet de ce que je vous disais tout à l'heure, l'efficacité pratique, la lutte contre les délinquances, et j'emploie ce mot volontairement parce qu'il n'y a pas une délinquance, il y a des délinquances et il y a différents types de délinquances. On ne peut pas espérer être efficace quand on a ce type de réponse. C'est-à-dire que la politique précédente, qui a consisté à avoir un discours symboliquement fort, a abouti à ces conséquences-là. Pas seulement parce que ça préexistait et ça fait des années que la justice est un peu sous-dotée dans notre pays. Sous-dotée, sans doute sous-administrée aussi. Mais il est temps d'essayer de se doter d'un système de réponse aux délinquances qui soit efficace sur les 3 niveaux dont je vous parlais, le niveau symbolique, le niveau pratique et le niveau réparateur. Vous qui êtes un spécialiste de la question, à la fois pour des raisons qui tiennent à votre mandat et des raisons qui tiennent à votre profession, avez-vous appris des choses? Avez-vous été surpris par certaines réalités au cours du travail de cette mission? Ou bien avez-vous simplement vérifié des choses que vous connaissiez déjà? J'ai appris dans les deux sens et j'ai été surpris dans les deux sens. D'abord, de façon anecdotique, je suis allé visiter la maison d'arrêt des Baumettes, un peu en dehors de la mission, suite au rapport du contrôleur général des lieux de détention. Nous sommes descendus à 6, enfin nous sommes descendus parce qu'on descend vers le sud, on monte vers le nord. Je voulais pas vous dire, indiquer que c'était une descente au sens de... Donc on est allé voir à 6 ce qu'il en était. Et on s'est trouvé un peu embarrassé parce qu'était prévue une conférence de presse à la sortie, et on s'est trouvé un peu embarrassé parce que c'était moins pire que ce qu'on croyait. Et du coup, on a été obligé de dire aux journalistes, c'est pas forcément, il y a 1700 personnes dans 1200 places, donc ça colle pas. Forcément, c'est un établissement qui date de 1936 et les 2 tiers des cellules n'ont pas d'eau chaude. Pas de douche, pas d'eau chaude. Donc, forcément, ça va pas. Mais peut-être que je suis un peu blasé, mais j'en ai tellement vu. Donc, mais ça correspondait un peu à ce que j'avais l'habitude de voir. Et les fuites, alors c'est parce que le système des canalisations est totalement vétuste. Et les fuites, et notamment les photos qui ont été prises par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, ce sont des photos qui sont sur les chasses d'eau, mais les chasses d'eau ont cette particularité d'être en dehors des cellules. Mais donc, dans la cellule, c'est plutôt moins pire. Mais enfin, c'est des cellules qui abritent 3 personnes quand il y a une place. Donc, c'est 2 ou 3 personnes dans 9 mètres carrés. Et la situation marseillaise Marseille est une ville qui est un peu sinistrée d'un point de vue économique. Et l'atelier qui était normalement prévu pour plus d'une centaine de personnes, c'est-à-dire l'atelier où il y a du travail qui est offert par des entreprises extérieures qui sont des concessionnaires qui donnent du travail aux détenus, moyennant une rémunération. Cet atelier ne fournissait du travail à 9 personnes qu'à 9 personnes au lieu d'une centaine. C'est-à-dire qu'on avait un atelier qui représentait 2 fois cette salle, et dans ces 2 fois cette salle, il y avait 9 personnes qui s'activaient autour de deux tables de travail pour emballer du matériel électrique. Donc c'était une situation un peu difficile, mais avec cette nuance. J'ai été agréablement surpris par la visite qu'on a faite. J'avais oublié dans le détail des visites de vous dire que nous sommes allés à Agen, à visiter à la fois la maison d'arrêt d'Agen et visiter également l'école de l'administration pénitentiaire qui dispose de locaux extraordinaires, neufs, sur un campus qui est de bonne qualité, avec une formation qui essaie d'être la meilleure possible pour du personnel qui parfois n'a pas toujours choisi ce métier-là, qui se retrouve là parfois un petit peu par défaut et qui sait qu'il va être confronté à des choses qui sont des choses difficiles. Alors, après la description du travail que vous avez accompli, venons-en aux préconisations. Vous allez les détailler. Pour résumer l'esprit dans lequel vous avez fait vos propositions, si j'ai bien compris, il s'agit de dire, bon, aujourd'hui il y a trop de monde en prison, eu égard aux conditions d'accueil que nous pouvons offrir. Par conséquent, il faut développer des peines alternatives à la prison. C'est bien ça l'esprit général du rapport. C'est ça. L'esprit général, c'est passer d'une culture de l'enfermement à une culture du contrôle. Et c'est une ligne de crête qui est difficile à tenir. C'est-à-dire abandonner un peu cette culture de l'enfermement, quand bien même on n'est pas aussi enfermant que le discours le laisse penser, ou que le discours de certaines critiques le laisse penser, et ne pas non plus sombrer dans les excès du libertarisme ou du gauchisme judiciaire, c'est-à-dire
plus de peine dans un monde de rêve où les bons sentiments suffiraient à faire en sorte que la délinquance recule. Hein. Donc, et ne pas non plus sombrer dans l'illusion juridique, c'est de dire dans laquelle la protection juridique, la multiplication des obstacles de procédure serait une solution. Donc, un des hommes avec qui je travaille régulièrement, qui s'appelle Pierre-Victor Tournier, qui a un livre qui est en vente à la sortie. J'ai pas d'intérêt dans l'affaire, mais il a à la fois un dictionnaire de démographie pénale, il a aussi un livre sur la prison, dit il nous faut trouver une politique social-démocrate en matière de répression et de répression des délinquances, et c'est l'effort de ce rapport. Alors, je vous détaille, enfin je rentre un instant. Allons-y, je rentre un instant. Première réponse, c'est tout d'abord d'injecter de la démocratie. Et d'injecter de la démocratie à 3 niveaux. Premier niveau, c'est d'organiser tous les ans un débat devant le Parlement sur la politique pénale. Débat qui serait organisé indépendamment de tout fait divers. C'est-à-dire qu'on ne répondrait pas à un crime horrible qui fait la une de TF1, on ne serait pas sidéré par l'horreur du crime, on discuterait de la façon dont on répond collectivement aux délinquances. Deuxième réponse, c'est d'essayer de transformer le service public, toujours dans le chapitre de la démocratie, c'est d'essayer de transformer le service public de la justice et de le faire progresser, notamment en associant les usagers du service public, c'est-à-dire les justiciables, ceux qui sont les auteurs, mais aussi les victimes, mais aussi les divorçants, parce que j'ai fréquenté longtemps les tribunaux, et il y a une question à laquelle je n'ai jamais eu de réponse. Pourquoi les gens convoqués à 14 heures comparaissent-ils à 20 heures ? Et cette question-là, je n'ai jamais eu de réponse. J'en avais d'autres. Hein. Pourquoi n'y a-t-il pas de place pour s'asseoir pour tous les gens qui viennent divorcer ? Il a fallu 4 ans pour trouver des bancs, notamment parce que l'architecte... Enfin bref... mais ces questions, c'est banal, c'est très banal, mais c'est essentiel, l'accueil. Oui, ça participe quand même à cette impression d'une justice qui n'est pas faite pour les justiciables. Non, et d'ailleurs, toute la formation des avocats et des magistrats, c'est de rendre de la décision de qualité, c'est-à-dire fondée juridiquement. Mais la décision de qualité, personne ne l'apprécie quand on a attendu 8 heures qu'elle arrive. Et surtout qu'à cette heure-là, elle est de moins de qualité parce que tout le monde est fatigué. Même démarche, alors ça peut être par le biais de conseils d'administration dans les tribunaux, ça peut être par des comités d'usagers, mais comme il existe à l'hôpital. Hein, l'hôpital, les conditions d'accueil, parce que l'hôpital a connu une période où on n'était pas beaucoup mieux accueillis que ça. Et les conditions d'accueil à l'hôpital public ont considérablement évolué. Troisième dimension, c'est qu'il y a des usagers d'un type particulier, ce sont les usagers du système pénitentiaire et ce sont les détenus. Et il n'est pas question de créer des syndicats de détenus ou de donner la parole aux caïds, mais que ceux sur qui s'applique un système aient leur mot à dire, eh bien ça peut être intéressant, ça peut faire évoluer les choses. Il y a des expériences dans ce sens, on pourra en parler, mais je ne détaille pas. Deuxième temps, c'est justement la question du temps. Les tribunaux correctionnels, parce que c'est précisément devant les tribunaux correctionnels que l'on répond aux délinquances. La justice, c'est quelques grands blocs. La justice, c'est 2500 arrêts criminels par an qui concernent environ 3500 personnes. C'est 600 000 décisions correctionnelles, étant précisé que les crimes, c'est tout ce qui est puni de plus de 10 ans d'emprisonnement, et que les délits, c'est tout ce qui est inférieur à 10 ans d'emprisonnement. 600 000 décisions. Sur ces 600 000 décisions, 120 000 décisions sont des peines partiellement ou totalement des peines d'emprisonnement ferme. Et donc le reste, c'est du sursis mis à l'épreuve, c'est du travail d'intérêt général, etc., etc. Le but de l'opération, c'est de donner du temps aux tribunaux pour qu'ils puissent prononcer des peines avec un aménagement de peine au moment du prononcé de la peine. Et donc il y a des contentieux qui sont des contentieux extrêmement lourds, qui embolisent un peu le travail des tribunaux. Les conduites sous l'empire de l'alcool, ça représente 140 000 dossiers par an. Si l'on pouvait sortir la première conduite sous l'empire de l'alcool et lui donner une sanction préfectorale, puisque de toute façon il y a une suspension du permis de conduire, si l'on pouvait essayer de sortir la première conduite sous l'empire de l'alcool, on gagnerait 80 000 dossiers. C'est très difficile à faire parce qu'il ne faut donner aucun signe d'affaiblissement de la répression, sinon l'alcool coule un peu plus fort, la vitesse augmente et les morts augmentent. Avec les morts et les blessés, avec le cortège de chagrin et de drame. Même chose en ce qui concerne l'usage, le simple usage de stupéfiants, c'est autour de 30 000 dossiers par an, ça donne lieu à des petites amendes. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de mettre ça devant le tribunal de police ?
Ça n'a aucun effet sur l'incarcération. Mais ça a de l'effet parce que ça permet aux tribunaux d'avoir un petit peu plus de temps pour juger. Et s'ils ont du temps pour juger, ça leur permet à ce moment-là d'aménager la peine, c'est-à-dire de prendre le temps d'essayer d'aménager la peine. Donc, si j'ai bien compris, pour désengorger, pas les prisons, mais les tribunaux, il faut faire en sorte qu'un certain nombre de délits ne soient plus traités de la même manière. C'est ça. Ne soient plus traités par les mêmes tribunaux. Voilà, c'est ça. Faut les traiter. C'est surtout les traiter. Ne pas du tout abandonner l'idée de traiter, mais les traiter un peu différemment. Ensuite, il faut lutter contre tous les mécanismes qui sont des mécanismes qui poussent automatiquement à l'incarcération. Le premier de ces mécanismes, ce sont les peines planchers, qui, dans le cas de récidive, oblige à prononcer un minimum de peine, sauf à motiver qu'on ne la prononce pas. Mais comme les tribunaux ont tellement de travail qu'ils ne motivent plus beaucoup leurs décisions, il y a une espèce de pesanteur qui fait que, en plus, la loi émet un signe. Le deuxième mécanisme, c'est le sursis, la révocation automatique du sursis simple. C'est un peu technique et un peu compliqué. Mais dans l'esprit de tout le monde, on commet un acte, on commet un délit, on est puni, on a une peine de sursis, on commet un deuxième délit, on est repuni, et à ce moment-là, ça révoque le premier sursis. Ça, c'est un schéma qui est logique et qui est acceptable. Dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. On commet un premier délit, on est sanctionné. On commet un deuxième délit, la première sanction n'est pas arrivée. On en commet un troisième, mais à ce moment-là, la sanction du deuxième est déjà arrivée. Il y a un sursis qui est prononcé, il n'est pas transcrit au casier judiciaire, et au moment où le juge juge, il ne sait pas qu'il y a un sursis qui est au casier judiciaire. Comme l'intéressé qui est jugé pense qu'il est plus malin de rien dire, le juge, il a tort, mais le juge prononce une peine, et cette peine, elle révoque automatiquement le sursis simple. Et on a le nombreux cas de gens qui se présentent à la maison d'arrêt, tout seuls ou accompagnés par la police, et à qui on dit vous avez 3 mois, mais par ailleurs, monsieur, ou pendant la durée de l'incarcération, on dit par ailleurs, monsieur, tout ça, ça a fait tomber un autre sursis qui est un sursis de 2 mois. Le juge qui a fait tomber le sursis ne le sait pas. Donc il y a une mécanique automatique sur laquelle il faut revenir. Donc là, c'est la deuxième des choses, de façon à ce que les peines soient véritablement individualisées. Quatrième chose, je ne sais plus dans mon compte où j'en suis, c'est l'individualisation à la fin de la peine. Et c'est là que ça devient, à mon avis, le plus novateur, c'est de dire que la peine s'effectue derrière les barreaux, mais elle s'effectue aussi en partie en liberté. En liberté, mais pas en liberté totale, avec un contrôle. Et que le contrôle, c'est un contrôle qui fait partie de la peine. Donc, je propose une libération conditionnelle telle qu'elle existe aujourd'hui à mi-peine sur décision du juge d'application des peines, et une libération conditionnelle de principe à 2/3 de la peine effectuée pour tous ceux qui ont moins de 5 ans d'emprisonnement, 5 ans et moins, dès l'instant où le juge d'application des peines ne s'y oppose pas. Tout ceci suppose, et c'est l'avant-dernier temps de mes explications, que nous ayons un système de contrôle qui soit un système de contrôle efficace à l'extérieur. Sinon, c'est du vent. Et cette peine qui s'effectue à l'extérieur n'a pas un caractère de peine. Le système de contrôle aujourd'hui est le suivant, il est exercé par les SPIP, c'est-à-dire les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Les SPIP sont 4000, c'est 4000 personnes qui travaillent dans les SPIP. Ils doivent suivre les 66 000 détenus. Ils doivent suivre les 10 000 détenus, oui, ce sont des détenus, mais enfin, ils sont dehors. Mais administrativement, ce sont des détenus. Ils doivent suivre les 10 000 personnes qui sont sous bracelet électronique. Et ils doivent suivre les 175 000 personnes qui sont à l'extérieur, soit parce qu'ils sont sortis de prison, soit au contraire parce qu'ils n'y sont jamais allés, ayant bénéficié d'un sursis avec mise à l'épreuve avec un contrôle. Donc il faut absolument que l'on renforce ce système. Il n'y a pas d'argent, beaucoup, dans les caisses de l'État, vous avez tous remarqué. Et comme il n'y a pas d'argent beaucoup, on pourra renforcer un peu. Il faut donc rénover les méthodes et il faut vraisemblablement associer d'autres acteurs. Il y a des acteurs qui ne sont absolument pas associés. Ce sont les services de police et de gendarmerie qui ne savent pas les obligations qui pèsent sur les sortants de prison, en dehors du cas où ceux-ci sont astreints à venir signer régulièrement dans leurs locaux. Donc je préconise de créer une cellule de l'exécution qui associerait les SPIP, la pénitentiaire, et qui associerait les services de police et de gendarmerie dans un travail de coordination. C'est-à-dire qu'on ne délèguerait pas d'un seul coup aux services de police et de gendarmerie une charge nouvelle à laquelle ils auraient bien du mal à faire face. L'idée, c'est de créer une cellule d'exécution dans laquelle il y aurait un suivi et un contrôle.
Je pousse même mon idée en disant il faut là aussi renforcer le rôle démocratique. Et de la même façon qu'en matière de prévention, on a créé le contrat local de sécurité en associant les élus locaux à la lutte contre la délinquance avant qu'elle se commette. De la même façon, on pourrait associer les élus locaux, notamment les maires et les adjoints aux maires, qui ont tous le statut d'officier de police judiciaire. C'est un détail, mais ça permet de régler la question du secret professionnel. Ils sont astreints au secret. Et ça permettrait donc de les associer et de dire, ben voilà, il y a monsieur machin qui présente des gages de réinsertion sérieux. Il n'a pas besoin d'être très suivi. Mais il y a monsieur Y, qui est un professionnel, qui a toujours vécu de combines diverses et variées. On a quand même besoin de vérifier s'il va véritablement travailler, si l'employeur qu'il a indiqué est un employeur qui existe, si les fiches de paye n'ont pas été trafiquées, si il ne fréquente plus X, Y et Z qu'il a l'interdiction de fréquenter, s'il ne va pas essayer de tourmenter sa victime qu'il avait l'habitude de tourmenter. Donc il y a besoin d'un contrôle qui est un contrôle très sérieux. Et enfin, dernier point, je dis ça, je préconise un mécanisme qui interdit la surpopulation carcérale, c'est-à-dire que je préconise un mécanisme par lequel, en cas d'entrée en surnombre d'un détenu dans une maison d'arrêt, parce qu'on entre toujours dans la maison d'arrêt et non pas dans un établissement pour peine, en cas d'entrée en surnombre, le détenu qui est le plus proche de la fin de peine doit être libéré d'avance avec un contrôle. Ce qui aboutit à ce qu'il n'y ait presque plus de sortie de prison, de maison d'arrêt, sans aucun suivi et un contrôle. Et c'est la meilleure garantie pour les victimes d'être tranquilles par la suite et d'éviter de nouvelles victimes. C'est ce que vous appelez le numerus clausus. Oui, alors c'est pas un bon terme, parce que le numerus clausus, c'est toujours pensé comme l'interdiction d'entrée. C'est pensé à partir du concours de médecine, on ne prend que 100 personnes. Là, c'est pas cette idée-là. Cette idée, c'est de faire de la place pour ne prendre que 100 personnes, parce qu'on a créé de la place en mettant dehors celui qui est le plus proche de la fin de peine. À un moment T donné, c'est dans le rapport, je cite ça de mémoire, mais à un moment T donné, il y a 3 ou 4 000 personnes qui sont à 15 jours ou un mois de la sortie. Donc, on ne libère pas des grands criminels longtemps avant. C'est des gens qui gagnent 15 jours Une sorte de gestion des stocks, en somme. C'est un peu ça. Je voulais pas employer le terme parce qu'on me le reproche, on me l'aurait reproché en disant. Moi, je me permets tout. Oui, vous permettez tout, en me disant, mais ce sont des hommes et des femmes dont vous parlez, surtout des hommes. Hein. La surpopulation affecte surtout les hommes, c'est un peu ça parce que c'est une des conditions de l'efficacité de la prison dans notre système. Et nous devons absolument retrouver une efficacité et une adhésion de la population au fonctionnement de la justice et une adhésion et une cohésion de l'ensemble des acteurs. Parce qu'on ne mesure pas, on ne mesure pas assez de l'extérieur les critiques récurrentes que se font. La police critique les juges critiquent la police, et la pénitentiaire critique les juges critiquent la pénitentiaire, et il n'y a pas de cohésion dans tout ça. Il faut retrouver de la cohésion, et il faut que les citoyens adhèrent à ça et ne se disent pas c'est toujours les mêmes qui sont condamnés, les gens ne sont pas suffisamment condamnés, que tout ceci ne soit pas vécu comme un système qui ne fonctionne pas. Je suis un peu surpris que vous ne disiez rien de la détention provisoire. N'y a-t-il pas un nombre excessif, abusif, exagéré de gens qui se retrouvent en détention provisoire, et n'y a-t-il pas là un levier important pour lutter contre la surpopulation en prison ? J'en dis quelques mots dans mon rapport. On a fait baisser le nombre de détenus provisoires. On l'a fait baisser dans les dernières années. Alors, d'une part, en mettant des freins à la détention provisoire. D'autre part, en dessaisissant les juges d'instruction. C'est un effet mécanique. C'est-à-dire qu'on a multiplié les procédures d'urgence. Et notamment, on a multiplié, on s'est servi d'une procédure qui s'appelle la comparution immédiate. La comparution immédiate consiste à présenter quelqu'un à l'issue de sa garde à vue, encore détenu, devant le tribunal, et à le juger immédiatement lorsque l'affaire est simple. Les possibilités de juger de cette façon-là se sont étendues. Et ce qui fait que la comparution immédiate, c'est 7% des modalités de comparution devant le tribunal. Donc 7% des 600 000 jugements correctionnels. Ça n'existe qu'en correctionnel, ça n'existe pas en cour d'assises. Mais ça correspond à 25% des entrées en prison. Comme la comparution immédiate a augmenté,
et que c'est cette façon-là qui a augmenté d'entrée en prison, et en conséquence, le nombre des saisines du juge d'instruction a diminué. Les juges d'instruction ne traitent aujourd'hui que 3% des dossiers. Donc la question de la détention provisoire s'est trouvée à la fois réglée parce qu'on essaie de freiner, mais dans le même temps, on essaie, ça s'est traduit par un déplacement vers la comparution immédiate. Alors, de façon anecdotique, mais la vie est aussi faite d'une suite d'anecdotes. On a entendu le président des juges des libertés, des juges des libertés de Paris. C'est-à-dire, c'est l'homme qui organise le travail je pense qu'ils sont 9, du tribunal de grande instance de Paris, qui nous explique la façon dont il travaille. Lui, il statue sur la mise en détention provisoire des prévenus qui sont présentés au juge d'instruction. Et il nous dit, voilà comment on travaille. Alors, il fait aussi les hospitalisations d'office, et il fait aussi la rétention des étrangers. Donc, ils sont partagés en brigades, ils font un coup les étrangers, un coup l'hospitalisation d'office, un coup les prévenus, et un coup, ils ont une semaine où ils soufflent un peu. Et ils nous disent, voilà la façon dont ça marche. Le lundi, parce que ce sont que des arrestations qui sont réfléchies. C'est sur des dossiers des dossiers policiers qui sont pas forcément criminels, mais ils peuvent l'être. Mais ce sont des dossiers dans lesquels la police a enquêté longuement. Donc le lundi, la police réfléchit et met en ordre son dossier avec toute son enquête. Le mardi matin, elle interpelle, elle arrête au domicile des gens. Garde à vue, mardi, mercredi. Le jeudi matin, tous ces gens qui sont arrêtés sont présentés au procureur d'abord, ensuite au juge d'instruction. Et ils n'arrivent devant le juge des libertés que le jeudi soir. Et le jeudi soir, le juge dit, alors à cette heure-là, à l'heure à laquelle ils arrivent, moi j'ai la possibilité juridique de les placer en assignation à résidence avec un bracelet électronique. Mais lorsqu'ils sont présentés devant moi, il est trop tard. Seuls les services de police et la pénitentiaire travaillent et je n'ai plus la possibilité de mettre en place un bracelet électronique parce qu'il faut se rendre au domicile des gens et vérifier la faisabilité technique du bracelet électronique. Donc ma seule solution, c'est d'incarcérer. Ce qui fait que je n'ai, en 2 ans, enfin ça faisait 2 ou 3 ans que les statistiques étaient faites, il y a eu 1 placement sous bracelet électronique. Donc voilà la pesanteur du système. Et parfois, la prison attire parce qu'elle est la seule solution possible à un moment donné T. On a affaire à des gens qui sont désocialisés, qui ont commis des faits d'une certaine gravité, et à ce moment-là, ça aspire. Et je dis qu'on doit penser des systèmes qui doivent être des systèmes de contrôle, qui aspirent moins que ce système qui tourne 24 heures sur 24. Et qui ne tourne pas d'ailleurs 24 heures sur 24. Ça fonctionne aussi à la semaine. Quand on connaît les tribunaux, le vendredi après-midi, il n'y a plus beaucoup d'incarcération. Une garde à vue qui commence un vendredi matin, c'est moins mauvais qu'une garde à vue qui commence un lundi matin. Et il y a des tribunaux où on n'incarcère jamais le mercredi, parce qu'il n'y a pas suffisamment de juges le mercredi. Mais c'est la même chose partout. Les hommes sont les hommes, ils ont leur rythme de vie, et dans les maternités, lorsqu'on provoque les accouchements, quand il y a un week-end prolongé, il y en a beaucoup le vendredi après-midi. Il y a cette faiblesse des institutions qui sont censées tourner 24 heures sur 24, mais dans la pratique, c'est pas tout à fait ça. On a les mêmes problèmes en matière de garde à vue, mais enfin, je veux pas m'étendre. Parlons de la manière dont vos préconisations ont été accueillies. Si j'ai bien entendu, la garde des Sceaux, par exemple, s'est déclarée hostile au numerus clausus. L'hostilité d'un jour peut devenir une adhésion du lendemain, vous savez ce que c'est. J'ai bien entendu. C'est-à-dire que il y a un fonctionnement qui est dans l'ensemble, je suis assez satisfait de la façon dont ça a été accueilli. D'une part, ça a eu de l'écho, et donc je suis assez satisfait. Par ailleurs, la fameuse conférence de consensus dont nous avons parlé s'est déroulée les 14 et 15 février. Elle est sur certains points en accord avec ce que je dis. Nous avons des façons de dire les choses qui sont extrêmement différentes. Ce sont des recommandations qui sont des recommandations beaucoup plus larges, mais notamment elle préconise une libération conditionnelle avant la fin de la peine. Elle ne parle pas du numerus clausus, mais il y a
une espèce d'accord intellectuel sur la démarche. Après, dans le détail des mesures, il peut y avoir des divergences, mais elles ne sont pas très lisibles à ce stade-là, parce que il y a des recommandations qui sont des recommandations beaucoup moins techniques que mes 76 recommandations. Elle en fait 12, j'en fais 76, donc je rentre beaucoup plus dans le détail. Par ailleurs, j'ai évidemment des contacts avec le cabinet de la garde des Sceaux et la garde des Sceaux à qui je suis allé redonner mon rapport, et mardi prochain, il doit y avoir un débat, mardi soir à 21h30, la garde des Sceaux vient devant le Parlement et on doit débattre des orientations en matière pénale. Je vais donc représenter officiellement mon rapport, qu'elle connaît, mais bon, on remet les choses en scène, et il y aura une réaction et une réponse à ce rapport. Donc, c'est en discussion. Et évidemment, il y a deux remarques à faire. La première remarque, c'est que lorsque sort un document, la presse vous met la pression et vous interroge sur la mesure qui peut faire polémique. C'est-à-dire que il y a des mesures qui n'intéressent pas du tout, mais le numerus clausus, c'est la question qui est un peu compliquée, donc forcément la presse vous interroge là-dessus, et la garde des Sceaux a réagi en disant il n'est pas question de mettre un numerus clausus. Mais on l'appellera autrement. Et puis on peut faire sans dire et dire sans faire. Et par ailleurs, alors après, l'autre question, c'est que il n'y a pas de changement sans qu'il y ait de forces qui poussent au changement et sans qu'il y ait des forces, des groupes sociaux qui se disent finalement, moi j'ai intérêt à changer. Donc il y a à trouver les alliés qui vous disent voilà, j'ai plutôt intérêt à changer. Ces alliés-là, ils sont plutôt du côté de la pénitentiaire, qui a intérêt. Alors, la pénitentiaire est, à mon sens, une administration qui a beaucoup évolué. C'est pas un travail qui est un travail toujours très facile, mais c'est une administration qui a quand même beaucoup évolué, même si c'est une administration d'autorité. Mais c'est plutôt elle qui a intérêt à ce que ça change. Je préconise des choses dans mon rapport qui ont l'air des choses toutes simples. C'est-à-dire, je dis. Je suis allé au centre de semi-liberté de Lyon, le chef de détention dit c'est parfois embêtant parce que lorsque j'ai quelqu'un qui est malade, mais qui n'est pas gravement malade, qui ne nécessite pas une hospitalisation, s'il est dans les temps durant lesquels il doit être dans le centre de SMI et qui n'est pas dans ses horaires de sortie, pour qu'il aille consulter le médecin, je dois demander une ordonnance à la juge d'application des peines. Demander une ordonnance pour aller chercher des ordonnances, c'est idiot ce que je dis, mais demander une ordonnance à la juge d'application des peines, qui est donc une décision de justice, c'est quand même d'une lourdeur invraisemblable pour autoriser quelqu'un à sortir 1 heure, alors que le même individu va être autorisé l'après-midi à sortir. Et le chef de détention me dit, ça tombe très bien parce que la juge d'application des peines, elle est vraiment très compréhensive et elle vient là tous les matins. Mais si elle n'était pas très compréhensive et si elle n'était pas là tous les matins, il n'y aurait pas d'ordonnance. Et donc, il faudrait faire appel à SOS médecin pour que le détenu puisse aller consulter un médecin alors qu'il se sent mal. Je dis donc dans mon rapport, transférer le pouvoir au chef d'établissement. Ce type de transfert de pouvoir va donner lieu à des discussions puisqu'on transfère un pouvoir d'un juge à un administratif. Et l'administratif, j'anticipe, peut-être que je me trompe, mais l'administratif va être plutôt favorable et le juge plutôt défavorable, voyez-vous. Le contraire m'étonnerait. Ce sera ma dernière question avant de passer la parole à Philippe et puis la parole à la salle. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, normalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre en application de tout cela une loi pénitentiaire, une ou des lois pénitentiaires. Moi, je suis favorable à des lois pénitentiaires parce que je ne crois pas que la loi suffise à changer le réel. Donc, je pense qu'il faut aller doucement. La première des choses, me semble-t-il... Alors, je vous dis le plan tel que moi je le vois, mais je ne suis pas tout seul à voir les plans. J'aimerais bien être tout seul aux manettes, mais il y a beaucoup de gens entre la manette et moi. Le plan, à mon avis, le meilleur plan serait dans un premier temps d'avoir un texte de loi qui supprime la totalité des automatismes, c'est-à-dire les choses qui compliquent la vie, les choses qui limitent le pouvoir du juge. Le juge doit pouvoir décider, parce qu'il y a aussi dans le rapport est en ligne sur le site de l'Assemblée, et les recommandations sont à la fin, et il y a aussi dans le rapport tout ce qui limite le recours aux expertises obligatoires, tout ce qui permet des décisions qui soient les plus rapides possibles.
tout ça, toute la suppression des automatismes pourrait faire l'objet d'un premier texte de loi. Ça ne modifierait pas lourdement l'économie du système. La deuxième des réflexions, c'est de mettre en place une probation qui soit une probation extrêmement suivie. Là, ça nécessite une concertation et une organisation. Et on est à la fois du côté de la législation, mais aussi on est du côté de l'action politique, c'est-à-dire concertation avec les syndicats de magistrats, avec les syndicats de greffiers, avec les syndicats de policiers, et mise en place d'une collaboration rénovée. Ça, c'est déjà plus difficile à faire. C'est du changement qui est du changement plus lourd. Et puis, la dernière chose, c'est une des réflexions qu'il y a dans le rapport, c'est d'essayer de repenser l'échelle des peines et d'essayer de penser une peine qui ne soit pas en référence à la prison. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une réflexion qui est une réflexion plus de long cours. Aura-t-on le temps de faire ça à l'intérieur d'un quinquennat? Je n'en sais rien. Mais voilà, grosso modo, la façon dont je vois les choses. Et me semble-t-il, nous pourrions nous donner un objectif qui est un objectif chiffré. La garde des Sceaux a l'intention de construire des prisons pour passer notre parc pénitentiaire de 58 000 places à 63 000. Si cet objectif est réalisé, il faudrait dans le même temps diminuer le nombre de 67 à 63 000 pour nous trouver dans la situation qui me semble être la seule solution pour que, à la fois, ça soit digne et efficace, ou efficace et digne, suivant l'intérêt qu'on en met sur l'un ou l'autre de ces aspects, de façon à ce qu'il y ait un homme, une femme, une place. Pas forcément, nous n'arriverons pas forcément à un encellulement individuel parce que certaines cellules sont d'ores et déjà conçues pour abriter 2 personnes. Et que par ailleurs, il y a un certain nombre de gens qui préfèrent être 2 que tout seul. Mais ça, c'est autre chose. Mais donc, un homme, une place, et aboutir à ça, et garantir au personnel des conditions de travail qui soient des conditions de travail satisfaisantes. Quel est le calendrier envisageable ? Le calendrier envisageable, c'est une première loi pénitentiaire qui devrait être présentée peut-être au Conseil des ministres courant juin, ce qui veut donc dire une discussion parlementaire en septembre, ce qui n'est pas la meilleure date parce que rapidement on entre dans les discussions budgétaires qui prennent énormément de temps. Mais on est un peu dans ça et moi il me semble qu'il est nécessaire d'avoir une discussion parlementaire d'ici la fin de l'année, étant précisé que je ne m'éloigne pas des propositions du président de la République, ça fait partie de ses propositions. Donc je suis dans le texte sacré, depuis que le pape s'appelle François, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Tous les François ne sont pas encore papes. Oh non. Philippe. Oui, alors moi j'avais peut-être une question complémentaire, parce que vous avez parlé de la surpopulation en référence à l'immobilier, si je puis dire. Mais est-ce que cette question de surpopulation ne concerne pas aussi les questions d'encadrement, c'est-à-dire de personnel pénitentiaire? Est-ce qu'aujourd'hui l'administration pénitentiaire est suffisamment dotée pour assurer correctement ses missions La réponse est non, parce que la dotation est toujours faite en fonction des places théoriques. La dotation n'est jamais faite en fonction de l'effectif. Donc forcément, la réponse est non. Et le surveillant de coursive qui a 40 cellules ou 30 cellules à ouvrir et à fermer, à la demande des détenus, ou parce que quelqu'un demande à ce que le détenu sorte, ce surveillant de coursive, s'il a 30 cellules, s'il a 30 personnes, il est tout seul. S'il en a 45 dans les 30 cellules, il est toujours tout seul. Et donc la charge de travail est toujours la même. Ce qui veut donc dire que l'encadrement n'est pas suffisant. Est-ce que vous n'avez pas parlé des populations spécifiques, je veux dire les jeunes, vous avez parlé des femmes en disant que c'était moins grave au niveau des femmes. Qu'est-ce qu'il en est pour les jeunes Alors les mineurs, c'est quelque chose de totalement spécifique et on ne s'est pas du tout attaqué à la question des mineurs, pour plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est que ils bénéficient ou ils font l'objet d'une procédure qui est une procédure totalement différente des majeurs. Les juges des enfants travaillent de façon totalement différente et le juge des enfants peut répondre à des situations de délinquance en réprimant, c'est-à-dire en se servant de l'ordonnance de 45. Il peut aussi considérer que la situation de délinquance, la transgression qui a été commise par le jeune, traduit un mal-être qui nécessite une intervention éducative, c'est l'ordonnance de 58. Et là, il intervient au titre de l'assistance éducative. Donc ça modifie
considérablement les choses. La deuxième raison pour laquelle on s'en est pas occupé, c'est que, au-delà de ces particularités procédurières, les jeunes font l'objet de deux types d'enfermement. Enfin, je le dis avec beaucoup de guillemets parce que ceux qui sont du côté de l'éducatif peuvent sauter sur leur chaise. Il y a un enfermement entre guillemets éducatif, c'est-à-dire ce sont les centres éducatifs fermés, ce n'est pas une sanction, ils sont enfermés dans un foyer et donc cet enfermement-là, il faut le maîtriser, il faut le contrôler, mais ça ce n'est pas un enfermement pénal. Et il y a un enfermement pénal qui se réalise à la fois dans les établissements pour mineurs et dans les quartiers mineurs des maisons d'arrêt. Cet enfermement pénal ne connaît pas de surpopulation, à quelques exceptions près. Il y a 6 établissements pour mineurs, qui sont tous des établissements de 60 places, qui sont tous sous-occupés, parce qu'on essaie d'incarcérer les mineurs, mais aussi parce que 60 mineurs à surveiller, c'est difficile. C'est même sans doute beaucoup plus difficile que de surveiller 60... C'est certainement beaucoup plus difficile que de surveiller 60 majeurs. Et il y a les quartiers mineurs des maisons d'arrêt. Mais ils n'ont pas la question de l'enfermement des mineurs est une question compliquée, mais qui ne se pose pas par l'entrée de la surpopulation. Il n'y a pas de surpopulation. Puis peut-être une dernière question, mais qui est plus liée aux auditions qu'on mène, nous, au sein du Conseil de développement. C'est-à-dire que qu'est-ce que peuvent faire un certain nombre d'associations par rapport enfin, j'en sais rien, à la vie des détenus dans ces prisons. Je vais citer un exemple. Nous, les Rendez-vous de l'Erdre, on fait... chaque année, on va donner un concert ou deux au sein de la maison d'arrêt. On a le sentiment que ça apporte quand même quelque chose effectivement à ces populations qui sont enfermées. Et même depuis 2 ans maintenant, il y a un groupe de détenus qui vient assister à un concert, encadré bien sûr, assister à un concert des Rendez-vous de l'Erdre. L'année dernière, il y en a même un qui a réussi à s'échapper, je crois, pendant le... Mais ma question, elle est surtout par rapport à cet enfermement qui paraît très lourd, puisque vous dites 21 heures sur 24, etc. Est-ce que là-dessus, les bénévoles qui s'engagent peuvent apporter, soulager un peu et peut-être maintenir un lien avec l'extérieur? Alors, on n'est plus dans la surpopulation. Hein, non, on est dans l'intervention de la société civile face à la détention. C'est important que les bénévoles s'engagent. Il y a des multiples façons de s'engager. Alors, il y a ce type d'intervention, les interventions culturelles. Il y a l'intervention des étudiants par le GENEPI, c'est-à-dire ceux qui donnent des cours. Il y a l'intervention de ceux qui s'intéressent aux conditions d'incarcération généralement, par exemple l'Observatoire international des prisons. Il y a tous ceux qui sont associés au sein de la FARAPEJ, la Fédération des associations de réinsertion qui s'occupe de la prison. Et ici, il y a une association affiliée à la FARAPEJ qui est Prison Justice, qui avait monté avec l'ETAP, qui est une association de la FNARS, qui avait monté avec l'ETAP un programme de famille d'accueil. C'est important parce que ça permettait de placer des sortants de prison dans des familles d'accueil qui sont à la fois accueillantes, qui sont aidantes et qui sont aussi contenantes. La sortie surtout, alors c'était plutôt du côté des longues peines, mais la sortie de longues peines est quelque chose d'assez difficile. Il y a aussi quelque chose, alors il y a les visiteurs de prison, hein, au sein de l'ONVP, l'organisation ou l'Office national des visiteurs de prison. Il y a une antenne qui est une antenne locale. Ça permet évidemment d'avoir un contact avec l'extérieur. Il y a aussi, pour tous ceux qui peuvent, c'est essayer de fournir du travail. Hein, c'est-à-dire que la pénitentiaire est organisée avec, elle peut offrir des ateliers à des entrepreneurs qui ont besoin de travaux qui sont compatibles avec ce type avec la détention. Mais c'est très important d'avoir le travail à l'intérieur. C'est quelque chose qui est très important. Il y a une fédération des employeurs qui emploient les gens en prison, avec des difficultés, enfin dans tous les sens, les contraintes de l'incarcération, aussi les contraintes ce qui pèse sur les détenus, le contrôle nécessaire, parfois des employeurs qui tirent un petit peu sur la ficelle parce que c'est pas extrêmement bien payé. Bon, mais c'est aussi quelque chose de très important. Et je crois que l'intervention citoyenne au sein de la pénitentiaire est très très importante. Eh bien, écoutez, la
Parole est à vous. Je veux bien poser la première question. Quand on est assailli par les problèmes comme le chômage, les retraites, l'éducation, etc., comment on peut avoir le courage, ou plutôt si ce n'est le courage, au moins la volonté politique d'imposer des mesures qui seront impopulaires, comme par exemple la généralisation de la liberté conditionnelle ou la mise de moyens supplémentaires financiers pour lutter contre la surpopulation carcérale. Une autre manière de poser la question, c'est de savoir quels sont les arguments qu'on peut déployer pour faire comprendre que ce sujet est d'importance. C'est à la fois, bon, c'est ce que je disais en introduction, c'est quand l'attention se détourne en dehors des questions de sécurité, on peut s'y atteler. L'approche, c'est de dire, il faut que nous nous dotions d'un système qui soit un système efficace. Or, à ce jour, le système n'est pas suffisamment efficace. Alors, je reviens un instant sur les questions d'efficacité. On a peu d'études sur la question de la récidive au sens large, c'est-à-dire au sens de ceux qui recommettent un délit à l'extérieur. Est sortie une étude qui a concerné une cohorte, c'est le terme sociologique, c'est pas un terme péjoratif, donc une cohorte de sortants de prison qui sont sortis en 2002. On les a suivis pendant 5 ans. Ceux qui sortent et le taux de récidive pendant cette période de 5 ans de sortant de prison est de l'ordre, en moyenne, de 57%. C'est-à-dire que 1 sur 2 est recondamné. Pas tous à de la prison ferme, mais un peu plus d'1 sur 2 est recondamné. Ceux qui ont été suivis en libération conditionnelle sont recondamnés à hauteur de 37%. Ceux qui ne sont pas suivis en libération conditionnelle sont recondamnés à hauteur, c'est de mémoire, ouais, c'est ça, 62. Donc, la mesure de suivi a de l'efficacité, avec le biais statistique qui est que on met en libération conditionnelle des gens qui ont un projet, qui se projettent dans l'avenir, qui ont un travail, une famille, qui sont suivis, qui ont... Alors évidemment, ça fausse un peu la statistique. Les statisticiens disent oui, mais on a des correctifs pour le biais. Ça me dépasse scientifiquement. Mais grosso modo, l'idée que l'on suit les gens à la sortie et que c'est plus efficace quand on les surveille à la sortie est une idée qui doit faire son chemin. 80% des gens qui sortent de prison ne sont pas suivis à la sortie. Et grosso modo, il est rentré l'année dernière 89 000 personnes en prison et il en est sorti grosso modo 87 500. Il y a un delta de 1000 qui fait que précisément on a augmenté le nombre de détenus. Donc l'intérêt de la société, l'intérêt des victimes et l'intérêt bien compris des sortants de prison, c'est de bénéficier d'un suivi à la sortie, quand bien même pour certains d'entre eux, ce suivi doit être un suivi assez serré, parce qu'il y en a qui sont des professionnels de la délinquance, pas forcément d'une gravité extraordinaire, mais qui toute leur vie ne savent faire qu'un truc, c'est cambrioler ou vivre de combines diverses. Bon, il faut essayer de trouver autrement à employer ses talents. Une autre intervention. Oui, Dieudonné Siwa. Monsieur le député, il y a une grande personnalité politique de Loire-Atlantique qui s'est intéressée aux travaux que vous êtes en train de nous parler. Il s'agit de Jacques Floch. J'espère que vous connaissez. Ah ben je le connais très bien, oui, je le connais très bien. Je lui ai même succédé, voyez-vous, monsieur. Voilà. Vous le savez aussi bien que moi, d'ailleurs. Si je me permets, c'est parce qu'en 99, au temps de la ministre Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, il avait, monsieur Jacques Floch était député, il avait fait voter par 2 fois à l'Assemblée une loi pour lutter contre la surpopulation carcérale. Cette loi, elle a été balayée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été appliquée. Elle a été annulée et le problème est resté tel. Et si je vous ai posé la question tout à l'heure, c'est parce que vous passez, enfin, il passe pour être votre, comment on appelle, votre père spirituel, mon mentor. Exactement, votre mentor. Il vous a cédé sa 4e circonscription. Et aujourd'hui, quand vous reprenez ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas pu terminer, est-ce que vous le faites en reconnaissance à votre mentor? Ça, c'est ma première question.
Ma deuxième question, je vais m'adresser à vous en tant qu'avocat. Le mot numerus cursus est associé à un autre dossier très brûlant que vous connaissez très bien, l'histoire de la paupérisation des avocats. Je m'explique. Il y a 30 ans, un avocat vivait bien avec 100 dossiers par an. Et aujourd'hui, il est obligé, pour avoir à peu près le même niveau, de travailler 3 fois plus, c'est-à-dire 300 dossiers par an. Et dans ce problème, les avocats qui sont individuels ont beaucoup de difficultés à s'en sortir. Les avocats associés s'en sortent bien et ça a donné lieu à un débat. Il y a le bâtonnier de Bordeaux qui a pris le débat en main, qui a été succédé par Madame la bâtonnière de Paris. Et le problème a abouti sur le terme qu'il y avait beaucoup d'avocats et qu'il fallait diminuer, qu'il fallait restreindre. Un petit peu comme vous êtes en train de dire au niveau des prisons. Au niveau des prisons, dire que bon, ben écoute, on coupe un petit peu le robinet. Deux questions. La première, allez-vous réussir là où Jacques Floch a échoué? Oui, je n'ai pas fini, parce qu'il y a une troisième. Il y a une troisième question, d'accord. Oui, excusez-moi, c'est pas tous les jours qu'on a un député ici. Sous la main. On se voit souvent, monsieur. On se voit quand même souvent à Saint-Sébastien. Pendant qu'il est là, oui, mais il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions. Il y a un sujet d'actualité. Le sujet d'actualité, c'est, bon, nous avons la porte-parole du gouvernement et le président des sénateurs qui, dans une émission, ont parlé de la possibilité de légiférer par ordonnance. Ah oui, par ordonnance. D'accord. Et vous êtes intéressé parce qu'on dit qu'à l'Assemblée, les textes mettent très longtemps. D'accord. Ça fait déjà 3 questions, ça. Oui. Et je voulais vous interpeller sur ce problème pour que vous nous éclairiez. Est-ce que c'est pas, étant donné que d'un côté c'est l'exécutif, vous êtes... Voilà. D'accord. On va laisser Dominique Rimbaud répondre. Alors, la première, c'est que, à l'évidence, on partageait avec Jacques Floch les mêmes préoccupations. J'ai été avocat, mais j'ai aussi une particularité. J'ai aussi été adjoint à la mairie de Nantes, enfin conseiller municipal puis adjoint, et j'étais adjoint à la sécurité. Donc, j'ai pu vérifier un peu au quotidien ce que pouvait être la vie d'une ville, les questions d'insécurité, le tourment, la persécution d'un certain nombre de gens dans un certain nombre de quartiers, avec parfois des jeunes gens qui ravageaient la vie de leurs concitoyens. Donc j'avais cette double casquette, et ce qui fait que j'ai rencontré Jacques Floch, je le connaissais, mais on s'est rencontrés à l'occasion d'une conférence sur ces questions-là, et c'est là qu'on a commencé d'une part à s'apprécier mutuellement, et d'autre part à travailler ensemble. Donc j'ai repris ces questions aussi parce que j'ai toujours travaillé sur ces questions-là, et que donc c'est pas simplement un acte de piété filiale, c'est un acte aussi d'intérêt personnel. Il se trouve que la piété filiale et l'intérêt personnel se recoupent. On peut pas faire mieux dans le meilleur des mondes. Deuxièmement, la paupérisation des avocats. Alors la paupérisation des avocats, c'est un sujet qui est un vrai sujet. La France compte 55 000 avocats. Moi, j'ai arrêté d'être avocat en 2008 parce que je me consacre uniquement à mon mandat. Lorsque j'ai commencé d'être avocat en 76, ce qui ne me rajeunit pas, on était 15 000. Donc, une augmentation exponentielle. Sur les 55 000 avocats, 23 ou 24 000 sont des avocats parisiens, mais parisiens intramuros. Et il y a donc un déséquilibre de la profession, avec une profession qui tend à être une profession à 2 vitesses, avec des gens qui s'en sortent très bien, mais et pour bien s'en sortir, il faut ne pas aller souvent au tribunal, c'est-à-dire être un avocat conseil, et puis d'autres qui s'en sortent beaucoup moins bien. Et on est dans une situation
qui peut évoquer la situation dans laquelle se trouvait la paysannerie française dans les années 60, avec des avocats qui s'en sortent très bien, comme certains céréaliers s'en sortaient bien à l'époque, et toute une partie de petits paysans ou de petits avocats qui s'en sortent beaucoup moins bien. Donc l'idée a été de mettre en place un numerus clausus, c'est-à-dire un frein à l'entrée. Ça va prendre quand même du temps, c'est assez difficile, et l'idée aussi, c'est qu'une partie des avocats vivent à partir de dossiers qui sont des dossiers payés par l'État, grâce à l'aide juridictionnelle, qui n'est jamais, qui est toujours un peu en dessous du prix. Donc, est-ce qu'il y a une rationalisation là, c'est un problème. J'ai pas la solution. Et troisièmement, les ordonnances pénales. Je suis pas du tout concerné par ça parce que des mesures de ce type-là ne passeront pas par ordonnance pénale. Les ordonnances pénales, si j'ai bien compris, elles sont là pour essayer de mettre en place un système permettant l'accélération de la construction des logements sociaux et la construction des logements privés et la mise en place d'un système qui permette la rénovation énergétique des 500 000 logements par an qui, pour l'instant, n'a pas encore bien commencé, faute d'un outil fiscal qui permettrait aux entreprises d'aller sur ce terrain-là, qui est un terrain riche, sur lequel on pourrait connaître un développement très intéressant. Alors, il y a plein de questions, donc si vous pouvez être bref dans votre interpellation, même si vous avez la chance d'avoir un député devant vous ce soir. Bon, alors Merci, monsieur Sy, merci beaucoup. C'était pas une question, mais ça arrive un peu tard, parce que c'est l'ordre des réponses qui s'imposent. C'était l'illustration de ce que disait monsieur Rimbourg tout à l'heure, à propos donc du travail des associations. D'autres dans la salle, hein, comme Gérard Bourgoin pour l'Étape ou Philippe Géano pour un FRR que je vois, et puis peut-être d'autres que je vois pas, pourraient y répondre. Hein. Donc, si on prend l'association l'Étape, on organise d'abord, on met en place des week-ends d'accueil en famille avant la sortie de détention. Hein, donc plusieurs mois avant, et ça repose évidemment sur la confiance réciproque des familles d'accueil et des sortants, et ensuite un accompagnement quand les gens sont sortis. Alors il y a aussi tous les problèmes qui se posent à quelqu'un qui sort dans une ville où il n'a pas mis les pieds depuis 5, 10 ou 15 ans. Comprendre les évolutions technologiques, retirer de l'argent, c'est quelque chose qui est très très difficile. Se repérer sur un plan de bus, c'est extrêmement difficile. Donc tout est à reprendre, tout est à refaire. Et c'est le rôle donc de ce type de travail. Un film a été fait qui s'appelle Passer la peine, hein, et qui est à la disposition de tous ceux que ça peut intéresser. Alors il y a ensuite une autre activité qui est celle du référent logement, c'est-à-dire une fois que les gens sortent, leur apprendre à vivre dans un logement, à occuper correctement un logement avec des éducateurs, à gérer un budget, à vivre en bonne entente avec le voisinage. C'est quelque chose qui n'est pas très évident à remettre en place. Alors, il y a, globalement quand même, ça se fait avec succès, je dirais. Enfin, je ne sais pas si c'est votre point de vue, je le crois. Concernant les jeunes, nous avons deux types de foyers. Les foyers collectifs. Alors, quand je dis collectif, ça veut dire 6 à 7 jeunes avec un groupe d'éducateurs, donc un encadrement permanent quasiment jour et nuit. Hein. Et puis, des appartements où passent des éducateurs régulièrement. Mais je ne sais pas si Philippe Géano dira la même chose que moi, mais il y a à peu près 80 jeunes en Loire-Atlantique actuellement que la justice a bien du mal à placer dans des structures éducatives pour leur éviter justement la détention. Et donc là, le problème des jeunes reste un problème qui est très très sensible, d'autant qu'il n'est pas facile d'implanter un centre de jeunes dans un quartier pavillonnaire. Les voisins ne sont jamais très contents. Voilà. Bon, je ne sais pas si... Merci de ce témoignage. Oui. Un autre témoignage peut-être Chacun son tour. Juste pour compléter ce que disait Jean-Pierre Branchereau. Je suis donc directeur de l'association NFRR. Je voulais juste dire un tout petit mot concernant la formule que vous avez employée, qui était substituer une culture d'enfermement à une culture de contrôle. Je pense qu'il faudrait, à mon avis, puisque je suis associatif... Non, le contraire. Substituer une culture de contrôle à une culture d'enfermement. Oui, d'accord. Annuler faire baisser une culture d'enfermement pour la substituer par une culture je rajouterais, et d'accompagnement.
puisque dans tous ces aménagements de peine, que ce soit des bracelets, que ce soit des libertés conditionnelles ou des placements à l'extérieur, c'est très très difficile pour les personnes de les assumer longuement. Quand il faut rentrer avec son bracelet à 7 heures le soir, bon voilà, c'est très difficile. Et parfois, certains préfèrent retourner, finir leur peine et puis ne plus en parler. Donc il faut aussi accompagner puisque je pense que les aménagements de peine ne sont pas seulement pour faire baisser la surpopulation carcérale. Si vous augmentez à 70 000 places, on pourrait très bien dire, ben voilà, il n'y en a plus besoin, puisqu'il y a moins de surpopulation. Je pense que l'aménagement de peine, c'est aussi la lutte contre la récidive. Et il existe déjà pour les placements à l'extérieur, pour que le condamné puisse terminer sa peine hors les murs, ça existe déjà, ça est proposé aux détenus. Ça devrait l'être en tout cas. Et augmenter, mettre d'une façon systématique un aménagement de peine en fin de journée surtout, en fin de peine, c'est une bonne idée. Seulement, comment ça peut être mis en place? Parce que ça existe déjà. Sur la Loire-Atlantique, il y a à peu près 20-25 places qui sont dédiées aux aménagements de peine, en tout cas au placement à l'extérieur. Elles ne sont pas toutes prises. Alors, on revient effectivement aux moyens que le SPIP a à gérer ça, parce que faut présenter les projets, etc. Ça fait du volume. Et puis, on revient aussi à une culture des juges d'application des peines qui peuvent être hésitants à replacer. Donc, je pense que ces aménagements de peine, c'est aussi une bonne solution pour la baisse. Mais si on mettait déjà en application ce qui existe déjà, ça serait déjà une bonne chose. Et juste un dernier petit point, au niveau du financement. Au niveau du financement, aujourd'hui, quand la personne sort de détention, que ce soit en liberté conditionnelle ou en placement à l'extérieur, eh bien, nous, on cherche mon collègue président dirait la même chose, on cherche des sous partout. Alors, on va vers le SPIP qui nous dit, mais moi, une fois que l'argent est au centre de détention, nous, au SPIP, en nous-mêmes, on a peu de choses. Et ça fait partie du droit commun. On va voir la DDCS ou la préfecture, on dit, bah, c'est du droit commun. Ah, dit oui, non, mais c'est un public spécifique, c'est le SPIP. Alors, quand on a un accompagnement qui coûte 8,23 € par jour de présence, quand ils ne sont pas là, c'est nous qui payons les logements. Et à 8,23 €, à un moment donné, on baisse un peu les bras. On se dit, bon sang, quand c'est, je sais pas, 150 ou 200 à la prison, et qu'il faut pleurer pour, à la préfecture, à des DCS ou au SPIP pour avoir 3 sous. Et ce n'est pas de mauvaise volonté de leur part. Hein. Le SPIP, il dit, moi, je ne voudrais rien faire plus. Alors, c'était tout. Dominique Rimbourg, une réaction à ce témoignage et à cette réflexion? Alors, une réaction, bien sûr, c'est que c'est toute la difficulté, hein, passer d'une culture de l'un à l'autre, parce que 8,25 € par jour, c'est quand même beaucoup moins cher que de garder quelqu'un en prison, où on est autour de... Enfin, je parle de mémoire, j'espère pas me tromper, mais on est autour de 70 à 80 € par jour. Chaque jour de prison, ça coûte à peu près ça, parce que c'est quelqu'un qui est surveillé 24 heures sur 24, etc. Il y a des murs. Donc, collectivement, on a intérêt à passer vers ce genre de structure. Alors après, les mécanismes sont à trouver pour que l'argent se déplace, mais on a intérêt à passer vers ce genre de structure. Par ailleurs, aujourd'hui, les mécanismes existent, mais les mécanismes sont lents à se mettre en place. Une libération conditionnelle, c'est avec une audience contradictoire, ça peut être plusieurs mois, hein, entre 3 et 4 mois, le temps que le dossier soit monté, qu'il soit présenté au juge d'application des peines, qu'il y ait l'avis du procureur, qu'il y ait l'audience contradictoire, c'est assez long. Et imaginez que pendant ce temps-là, si on a un travail, l'employeur doit attendre, et sans savoir le jour précis où son futur salarié va sortir. Ça nécessite des employeurs qui soient de très très bonne composition. Oui. Oui, je voudrais savoir ce que vous pensez des conditions de travail des détenus dans les centres, en termes de rémunération notamment, et puis sans parler de ce qui a fait l'objet de la une sur le licenciement des détenus, enfin, au niveau du travail. Alors c'est un débat qui est un débat récurrent et assez compliqué. Il y a la position qui est la position juridique pure, qui consiste à dire le travail, il doit être protégé dans les mêmes conditions dedans et dehors les murs. C'est-à-dire, en clair, on applique le droit du travail à l'intérieur et à l'extérieur. L'Italie a fait ça. La conséquence, c'est qu'il n'y a plus du tout de travail à l'intérieur de la prison.
Parce que ce sont des contraintes telles qu'on trouve aucun employeur qui accepte de travailler dans telle et telle condition. Alors, pour l'instant, il y a un salaire minimum d'activité à l'intérieur, donc il y a un salaire minimum. Mais il y a une discussion qui est en cours sur le point de savoir si ça doit être un salaire horaire ou un salaire à la pièce. Les employeurs disent, nous, on est partisans d'un salaire à la pièce, parce que ça nous permet d'employer des gens qui sont peu employables, qui connaissent pas le travail, et ça nous permet d'employer des gens qui vont être absents parce qu'ils vont sortir au tribunal, parce qu'ils vont avoir un parloir, donc ils sont payés en fonction de ce qu'ils font. C'est une argumentation qui est audible. Mais j'ai vu, moi, des employeurs qui faisaient travailler à la pièce pour construire des nasses pour les poissons. Et la pièce était tellement mal payée que le détenu, pour payer, il voulait payer une pension alimentaire à sa fille qui était à l'extérieur. Il multipliait les heures et il avait attrapé une inflammation des 2 mains telle que les surveillants lui avaient dit « mais tu dois arrêter de travailler. Tu ne peux plus travailler dans ces conditions-là. » Donc la pièce, mais il y a sans doute un peu de contrôle à faire. Donc c'est une question qui est difficile et qui, à mon avis, doit être abordée de façon pragmatique, sans forcément s'abriter, se donner bonne conscience derrière les protections juridiques, mais en même temps en poursuivant les abus. Oui, Bonsoir. madame. Marie Skidu, moi j'aimerais savoir, vous ne pensez pas que parfois les peines données sont un peu lourdes par rapport au délit, que justement ça désencombrerait un petit peu les prisons si on mettait en place plutôt à des jeunes et à des moins jeunes évidemment, mais des tiges ou des formations obligatoires ou des choses comme ça, parce que les mettre en prison, je ne pense pas que ça soit la solution. Ça ne leur apprend pas grand-chose. Ils en ressortent quelquefois plus mauvais qu'avant. Et en même temps, le bracelet électronique, ça les laisse aussi, si vous voulez, un petit peu dans l'emprisonnement, parce qu'ils ne font rien de plus. Je pense qu'avec le peu de temps qu'on leur donne de sortie, entre autres, ça peut être 2 heures ou 3 heures le matin ou 3 heures l'après-midi, certains week-ends, les jeunes, en général, ne vont pas chercher de travail pendant leurs heures de sortie. Ils ont envie d'aller voir les copains qu'ils ne peuvent pas voir, ils ont envie de faire plein de choses d'autres, donc ils sont aussi dans un enfermement. Et je pense que si, dès le départ, on leur donnait des obligations de formation, ou qu'on leur trouvait des formations, ou qu'on leur donnait des travaux d'intérêt généraux, je pense qu'à ce moment-là, ça pourrait peut-être avancer les choses. Oui, alors, une réflexion sur les courtes peines. Alors là aussi, à mon avis, il faut aborder ça de façon pragmatique. Les tribunaux, au moment où ils prononcent la peine, on peut reprocher beaucoup de choses aux tribunaux, mais sur le prononcé de la peine, même si parfois les conditions de prononcer de la peine sont trop rapides, etc. Mais sur le prononcé de la peine, on ne met des courtes peines d'emprisonnement qu'à des gens qui ont déjà commis pas mal de faits, et à un moment donné, on ne sait plus très bien quoi faire, et on met une courte peine d'emprisonnement. Mais précisément, ce contre quoi il faut lutter, c'est l'idée qu'on n'a pas d'autre solution. Et la solution pourrait être effectivement des travaux d'intérêt généraux. Mais ça suppose une mise en œuvre rapide, et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. L'audience de comparution immédiate, quelqu'un est arrêté, il a commis un truc un peu sérieux pendant la nuit. À ce moment-là, le système qui marche, c'est que dans la journée du lendemain, on peut l'incarcérer. Dans la journée du lendemain, telles que les choses sont organisées, on ne peut pas lui trouver un travail d'intérêt général. Parce que ça veut dire qu'on va renvoyer ça au juge d'application des peines, que le bureau d'exécution, il doit être ouvert au moment où la peine est prononcée. C'est des contraintes matérielles stupides, hein, mais le bureau d'exécution des peines, lui, ferme à 17h. L'audience, elle se termine jusqu'à 20h. Donc le bureau d'exécution, il peut être fermé au moment où l'audience se termine. Pourtant, il faut tout de suite convoquer l'intéressé et tout de suite mettre en place quelque chose. Donc c'est ce fonctionnement fluide et efficace qu'il faut mettre sur pied. Alors, par ailleurs, vous verrez dans le rapport, je parle un peu de ça. Je dis qu'il faut multiplier les places de TIG. Je dis qu'il faut laisser une période intermédiaire et que, à l'issue de cette période intermédiaire, si jamais il n'y a pas d'augmentation des places de TIG, il faut prendre une décision autoritaire et obliger un certain nombre d'administrations à prendre des tigistes.
obliger certaines grandes administrations à prendre des TIGistes. Pour l'instant, ce sont les collectivités locales qui fournissent les efforts, et ils fournissent les efforts parce que les juges d'application des peines démarchent. C'est pas toujours simple de prendre des TIGistes. Il y en a qui sont faciles, mais il y en a d'autres qui sont pas toujours. C'est plus difficile. Et puis, en prime, certains services. J'ai été adjoint à la mairie de Nantes. Je me suis occupé de la place des Tigues. Le service des espaces verts me disait, nous, on n'en veut pas parce que on fait des efforts de réinsertion en direction d'un certain public, on ne veut pas être présenté comme le service d'accueil des sortants de prison. Et c'est important pour les gens qu'on essaie de réinsérer qu'ils ne viennent pas chez nous. Et on peut entendre ça. Hein, c'est pas tout le monde ne va pas aux espaces verts. Alors on en a pris partout. On en avait même à l'opéra, à la couture. Après les espaces verts ont évolué, mais c'est toute une pédagogie. C'est pas si simple que ça, mais ça nécessite des efforts. D'où l'intérêt d'avoir de la société civile, c'est-à-dire des gens qui s'en préoccupent, etc. Oui. Je voulais poser une question sur le rapprochement familial. Ça ne touche pas forcément les gens qui sont en maison d'arrêt, mais pour tous ceux qui sont en correctionnel, des jeunes qui sont plus mineurs, mais qui n'ont pas eu l'occasion d'être insérés par un métier. Donc j'ai travaillé au niveau de documentaire avec Jean-Michel Carré. On avait fait une série de documentaires où on s'était aperçu que le gros problème, c'était sur des familles pauvres ou avec peu de moyens, l'éloignement du jeune détenu par rapport à sa famille. Donc c'est la première question. La deuxième question, c'est sur la trajectoire que vous semblez mettre en place, c'est-à-dire reconstruire des prisons, limiter à un seuil aux alentours de 60 000 places. Qu'est-ce qu'il en est du débat que Mme Taubira a sorti en découvrant son poste de ministre, c'est-à-dire les chantiers PPP voilà. Alors, sur le rapprochement familial, à l'évidence, il faut essayer de favoriser le rapprochement avec la famille, sauf exception, parce qu'il y a parfois quand la famille est impliquée dans la délinquance de l'intéressé, il faut être un peu plus prudent, mais même ça, il faut regarder ça de près. C'est aussi, c'est très facile à dire, c'est aussi compliqué à faire. Pour les mineurs, ça se pose avec acuité parce qu'il y a 6 établissements pour mineurs pour toute la France. Donc ils peuvent être parfois très loin de chez eux. Ça se pose, c'est une question qui est redoublée également par la politique de construction. Parce qu'on construit désormais des prisons en dehors des centres-villes. C'est-à-dire que la desserte en transport en commun est parfois une desserte assez difficile. Donc, alors, il y a des idées assez généreuses qui consistent à dire c'est important qu'il y ait des contacts avec les familles et en conséquence, il faudrait qu'il y ait un budget qui permette à certaines familles de bénéficier d'une allocation de déplacement. Oui, mais seulement pour l'instant, on n'a pas les fonds pour permettre l'allocation de déplacement, mais c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Se mettre en place également des unités de vie familiale, et normalement, dans tous les établissements, devraient à terme se mettre en place des unités de vie familiale qui devraient permettre une vie familiale et des relations amoureuses aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont, aux gens qui sont incarcérés. Pour l'instant, de mémoire, il y a 189 établissements pénitentiaires, il y a 19 ou 20 unités de vie familiale. Donc il y a encore des efforts à faire. Normalement, le motif de rapprochement familial est un motif qui permet une affectation, mais ça suppose qu'il y ait une place pour des gens qui sont condamnés. Par ailleurs, tant qu'ils sont prévenus, là, c'est le juge d'instruction qui décide de l'affectation. Mais normalement, ça doit être pris en compte. Je crois aussi, mais ça, c'est pas dans le rapport, mais je crois aussi qu'il y aura une politique de prise en charge des familles qui devrait être plus systématique. Peut-être elle pourrait être reçue par le service social. Ça se fait, mais c'est pas toujours systématique. Mais enfin, il faut avoir du temps. Mais je pense qu'une des réponses, c'est aussi la prise en charge de la famille, qui est souvent très pénalisée par l'incarcération d'un de ses membres. Les PPP. Peut-être traduire. Alors, les PPP, c'est un partenariat public-privé. Alors, il y a 2 types de PPP.
Le partenariat public-privé qui consiste à confier la gestion de certains éléments de la vie quotidienne de l'établissement à un privé. Exemple, on passe un contrat avec un cuisiniste, une chaîne d'alimentation, pas un cuisiniste, un traiteur, oui, mais enfin, c'est plutôt une chaîne de restauration. Ça peut être Sodexo, ça peut être... Et il est chargé de fournir l'alimentation. Ça, où il est chargé de fournir certaines prestations, la maintenance électrique. Alors, on externalise. On externalise. C'est pas critiquable en soi. Il faut vérifier les conditions du contrat. Ça a une conséquence, c'est qu'en général c'est relativement efficace. Ça a un inconvénient, c'est que souvent ça prive les détenus de travaux parce que le privé ne reprend pas toujours les détenus qui autrefois étaient affectés à la cuisine et qui sont payés par la pénitentiaire pour faire la cuisine. Donc, mais ça ne doit pas faire l'objet de. Enfin, c'est pas très critiquable en soi. Il y a un autre système qui consiste à confier à un promoteur la construction de la prison. Il construit la prison et il le gère. Et des prisons privées. Ce sont des prisons privées. La pénitentiaire assure la surveillance et elle loue l'établissement. Et elle paye un loyer. Et ce système-là est un système pernicieux. Ça existe ailleurs que dans les prisons, mais c'est un système pernicieux. Ça peut être aussi dangereux que le fait d'acheter une voiture de ce type-là, parce que finalement le coût final est extrêmement élevé. Donc, lorsque Christiane Taubira a commencé à être ministre, on avait un programme qui avait été voté en mars 2012 pour porter le parc pénitentiaire à 80 000 places en 2017. Et porter le parc pénitentiaire à 80 000 places en 2017, à l'aide, donc on passait de 57 à 80 000, à l'aide du partenariat public-privé pour l'essentiel. Et ce programme, il a été mis fin à tout ce qui n'était pas définitivement signé, parce que ça allait coûter un prix qui était un prix démentiel. Le prix total était de 3,5 milliards d'euros, ce qui représente le montant annuel du budget de la pénitentiaire. Donc, c'était sur 5 ans, hein, mais donc, et après, paiement de loyer, etc. Donc, on a mis fin à ça, et dans la mesure du possible, il faut essayer d'avoir des établissements que l'on achète, et pas des établissements que l'on loue. Une autre intervention. Oui, je pense que vous me connaissez. On s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça. Attendez, parlez bien dans le micro, on ne vous entend pas. Collez bien le micro. D'accord. Alors on m'entend mieux ? Oui. Bien, bon, moi je suis un ancien détenu. Je suis toujours un détenu, parce que je suis attaché, plus loin dire. Ce qui fait que, tout à l'heure j'ai entendu que certains détenus préfèrent retourner en prison. Je suis dans ce cas-là. Donc moi ce que je vous demanderais à remonter l'information, c'est que le moyen de contrôle que vous faites à l'heure actuelle, qui est fait en ce moment, qu'il soit moins lourd. Parce qu'à l'heure actuelle, moi, c'est la haine qui s'instaure. Et ça, c'est pas bon du tout. Je travaille, j'ai une vie de famille, j'ai tout repris. Mais à l'heure actuelle, c'est très pénible. Donc la seule chose que moi, c'est pour cela que je suis venu, hein, pour cette raison-là, c'est pour vous dire seulement, allez doucement, faites attention quand vous mettez des moyens de contrôle. Ils sont trop lourds à l'heure actuelle. Ce que je supporte. Les bracelets ? Non, le GPS. Ah oui, le bracelet électronique. Électronique, oui. Ah oui. Alors si vous voulez, moi je dis ça, pourquoi ? Parce que j'ai repris le travail, je suis sorti en 2011, hein. Je suis toujours sous contrôle, j'ai fait ma peine complète sur 12 ans, j'ai fait 8 ans. Les 4 ans de RPS, ils m'ont été repris pour mettre ce produit-là parce que je suis très très dangereux. Donc à l'heure actuelle, je travaille, j'ai repris ma vie normale, j'ai assumé ma responsabilité, mais le problème qu'il y a, c'est que ce produit-là, malgré 30 satellites, je suis obligé de sortir toutes les 20 minutes de mon poste de travail, durant quelconque, comme ici tout à l'heure je l'ai fait, vous avez dû voir, je suis sorti, à chaque fois. Alors, ce qui fait que là actuellement, là, je prends le travail à 9h à Airbus à Saint-Nazaire, toutes les 20 minutes, je sors jusqu'à 5h du matin. Ça, c'est intolérable. Oui. Alors, et c'est pour ça que je vous demande seulement, faites remonter l'information. Ouais. D'accord. On s'était vu et je l'avais fait. Je pense que je l'ai fait remonter. Et ça sonne aussi quand vous êtes chez vous. Et vous êtes parfois réveillé la nuit par les surveillants qui vous téléphonent en vous disant où est-ce que vous êtes. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, c'est le problème. Là, c'est un contrôle qui est un contrôle extrêmement lourd. C'est un contrôle qui est ce sont les
le PSEM, c'est-à-dire la surveillance électronique mobile. C'est donc un bracelet qui sonne et qui a des zones d'interdiction. Vous avez des zones d'interdiction dans lesquelles vous ne devez pas aller. La difficulté, c'est que en France, il y a, à ma connaissance, une centaine de bracelets de ce type, un peu plus d'une centaine, mais pas énormément. La difficulté, c'est que le système n'est pas au point et qu'il sonne quand il est dans un environnement particulier de béton, etc. Et que ça met une pression qui est une pression terrible, quoi. Moi, franchement, je préfère tourner en prison. Oui. Merci. Une autre, là, deux autres. Merci. Je suis bénévole et j'accompagne une personne détenue qui est en chemin pour un aménagement de peine. Nous avons un détenu qui a fait, une personne détenue qui a fait un chemin extraordinaire dans le milieu carcéral. En ce moment, nous sommes en un dossier qui a été très très bien, m'a beaucoup accompagné aussi bien moi que l'administration. Et nous rencontrons les boîtes intérim qui nous demandent les casiers judiciaires. Et avec un casier judiciaire 3 volets, là, nous sommes vraiment bloqués pour préparer la sortie. Et ce n'est pas le premier que j'ai accompagné. Alors, comment faire pour accompagner quelqu'un où maintenant les boîtes intérim demandent de plus en plus les casiers judiciaires? Alors, le casier judiciaire comporte 3 volets. Ouais. Le 1, le 2, le 3. Le 1 est le relevé intégral des condamnations. Il est destiné à la justice. Le 2 est un relevé quasi intégral et il est destiné aux administrations, mais pas à toutes les administrations. Et le 3 est un relevé des condamnations pour les peines d'emprisonnement supérieures à 2 ans ferme. Alors, une bonne partie des condamnés sont condamnés à des peines inférieures, parfois plusieurs peines, mais inférieures. Donc la question ne se pose pas pour eux. La réponse, c'est de demander au tribunal l'effacement de la condamnation du bulletin numéro 2 et par conséquence du bulletin numéro 3. C'est une solution qui existe. La difficulté, c'est qu'entre le moment où l'intéressé a une offre d'emploi et le moment où est le délai nécessaire à cette procédure, c'est-à-dire qu'on dépose une demande au tribunal, on attend pour être convoqué, et quand on est convoqué, généralement, ça fait 3 mois que l'employeur a dit c'est trop tard, vous n'avez pas de casier. Donc voilà, on est confronté à des sur le papier, c'est vrai, ça existe. Dans les faits, il y a une difficulté. Alors, cela dit, quelqu'un qui a perdu un emploi, on peut déjà quand même se représenter et dire voilà, j'ai perdu un emploi, je l'avais, donc il faut visiblement effacer la condamnation de mon casier, parce que aujourd'hui, les conditions d'embauche sont devenues tellement difficiles et les sociétés d'intérim ont tellement le choix qu'elles vont privilégier quelqu'un qui a un casier vierge par rapport à moi qui a un casier chargé. Alors, exactement, il a un emploi qui est à la clé, mais comme vous dites, temps de faire sauter ce casier 3 volets, eh bien effectivement, donc là, c'est un parcours qui a été dur pour lui comme pour moi, puisque nous avons fait le maximum, et là nous nous retrouvons effectivement dans ces délais. Oui. Et c'est dommage. Alors on ne peut jamais faire sauter l'inscription au casier numéro 1. Au casier numéro 1, ça reste. Mais ce casier numéro 1 n'est qu'à la disposition de la justice. Enfin, les consultants sont extrêmement peu nombreux. Il y a encore deux questions, puis après 3. Voilà. Alors moi, c'est sur la détention provisoire, parce que la détention provisoire contribue au surpeuplement. Et donc, quel est le délai moyen d'une détention provisoire connue au jour d'aujourd'hui? Et la deuxième chose, on est à Nantes. À Nantes, autrefois, palais de justice, maison d'arrêt, côte à côte. Le palais de justice est parti sur l'île de Nantes. La pénitentiaire et donc la maison d'arrêt sont à l'extérieur de la ville d'aujourd'hui. Est-ce que là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien, parce que pour tous ces transferts de détenus, ça doit avoir un coût pharaonique de transférer des détenus régulièrement de là-haut jusqu'en ville, alors qu'autrefois on avait eu l'idée de les mettre le plus près possible, et aujourd'hui, quid ?
Alors, j'ai pas le de mémoire, je me souviens plus de la durée moyenne de détention provisoire. J'ai un trou. Alors, on trouve ça il y a un annuaire qui s'appelle l'annuaire statistique du ministère de la Justice, et là, il y a la durée moyenne de la détention provisoire. C'est vrai que c'est ça qui nous pose un des problèmes majeurs aussi de la surpopulation. Non, c'est pas grosso modo, sur les 60 000 détenus, il y a 16 000 détenus provisoires. On est à peu près à 25% de détenus en provisoire. Alors c'est un problème qui est un problème important, parce que ce sont des détenus qui dépendent entièrement du juge d'instruction. Donc on n'a aucune indication sur la durée de détention, on n'a aucune indication non plus, c'est-à-dire qu'il faut s'adresser au juge d'instruction pour savoir s'ils peuvent travailler, s'ils peuvent s'ils peuvent téléphoner, etc. Donc c'est une gestion qui est une gestion assez difficile, et eux-mêmes ont du mal à se projeter dans l'avenir, puisqu'ils ne savent pas combien de temps ils vont rester. Donc ça c'est un problème, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, leur nombre a considérablement baissé, et on est plutôt maintenant avec une montée des condamnés et une baisse des détenus provisoires. Sur les localisations, la question de la localisation s'est posée au moment du départ du palais de justice. Il avait été envisagé pendant une période de construire une prison juste à côté. Ça a été abandonné parce que les prisons modernes veulent bénéficier d'espaces et de cours de promenade dans lesquels on puisse taper dans un ballon, faire un peu de sport, et ce qui fait qu'il y a une emprise au sol qui est devenue beaucoup plus importante et qui n'est pas compatible avec une installation dans le centre-ville. Et il y a un coût de l'installation au centre-ville qui est bien supérieur, ce qui fait que pour des raisons de coût, il y a une tendance à les éloigner des centres-villes. Mais on peut regretter effectivement, parce que c'était assez simple. Partout, c'est toujours à l'écart, parce que on veut, la pénitentiaire veut de l'espace pour pouvoir faire bénéficier à ces détenus d'activités sportives diverses. Donc on est toujours confronté à ça, avec un double problème: d'une part celui de l'extraction, et d'autre part l'extraction, c'est le terme technique, excusez-moi. Donc quand on fait sortir les gens, et l'autre problème, c'est évidemment la venue des visiteurs, parce que les visiteurs viennent parfois de loin et n'ont pas toujours les moyens de transport adéquats. Alors, l'extraction, ça fait l'objet d'un débat qui est un débat très compliqué au sein de la pénitentiaire, parce que la police et la gendarmerie ne veulent plus faire les extractions, veulent que ce soit la pénitentiaire qui les fasse. Ça a donc fait l'objet d'un accord du temps où Madame Alliot-Marie était ministre, et c'est toujours en cours d'expérimentation. Il y a des endroits où c'est la pénitentiaire qui fait les extractions, toutes les extractions, y compris les hospitalisations, et il y a d'autres endroits où c'est encore la police et la gendarmerie, et ça fait l'objet d'un débat qui n'est pas complètement tranché. La pénitentiaire disant: le quantum de personnel qui m'a été réaffecté pour faire les extractions est bien inférieur aux besoins, et j'ai été un peu entre guillemets roulé dans cette négociation, et certains agents pénitentiaires sont très contents en disant ça nous change et ça fait une diversité dans notre métier. D'autres disent c'est pas bien parce que ça renforce l'image sécuritaire de notre métier, et la police et la gendarmerie disent ce sont des heures qui nous coûtent extrêmement cher, et je suis assez d'accord sur l'idée que à la gendarmerie ça coûte assez cher, parce que les gendarmes viennent d'assez loin parfois venir chercher quelqu'un, l'emmener au tribunal et le ramener. Alors les allers-retours, par exemple à Nantes, les allers-retours entre le tribunal et la prison sont assurés par la police, et toujours par la même brigade qui connaît les gens, ça c'est plutôt bien. Les gendarmes, eux, ils viennent, on va chercher des gendarmes dans les brigades territoriales, ce qui fait qu'on peut demander à des gendarmes de Pontchâteau de venir chercher un détenu à 8h, l'amener à Rennes pour qu'il comparaisse à 10h, le ramener à midi, et eux ils repartent à Pontchâteau. Donc c'est du temps, c'est compliqué. Oui. Pardon. Vous avez évoqué succinctement le calendrier que vous escomptez pour débattre ce processus législatif, mais comment la Commission s'est-elle prononcée? Est-ce que vous avez eu l'unanimité de vos 76 propositions? Est-ce qu'il y a eu des clivages entre, disons, la gauche et la droite, pour faire simple? Alors il y a eu un clivage gauche-droite, ce qui fait que dans le rapport il y a un avis, on était 2 présidents rapporteurs et un président PS, un coprésident UMP.
le coprésident UMP n'était pas d'accord avec beaucoup des propositions, mais pas toutes. Il y a certaines, par exemple le débat annuel devant le Parlement, il trouve que c'est finalement une bonne idée, et donc il y en avait un avis dissident, un avis divergent qui est publié dans le rapport. Lui, il donne son avis sur le rapport. Donc les deux sont conjoints. La commission ne se prononce pas sur le fond du rapport. Elle se prononce sur la publication. Donc la commission considère que c'est une mission d'information qui aboutit à des conclusions. Elle ne donne pas un avis politique sur le fond et elle vote sur la publication. Et sauf exception rarissime, la publication est toujours votée. Mais il y a eu un clivage qui est un clivage droite-gauche. L'abrogation des peines blanchées est fortement rejetée parce que c'était une des mesures symboliques du précédent quinquennat. L'idée d'une libération conditionnelle à 2 tiers de peine est fortement contestée. Le numerus clausus est fortement contesté. L'éthique, enfin il y a des mesures qui sont moins contestées. Mais on a retrouvé un clivage droite-gauche un peu habituel. À ceci près que de temps en temps, j'ai des soutiens. Je travaille notamment avec un sénateur UMP du Nord qui s'appelle Jean-René Le Cerf, qui était l'initiateur de la loi pénitentiaire. Et lui et moi, on est d'accord sur beaucoup de choses. Mais c'est un peu une exception. Dernière question. Oui, Bruno Deshaies du Conseil de développement. Je voudrais savoir, une question presque un peu philosophique, au regard du monde des magistrats, de l'administration pénitentiaire, de l'administration judiciaire, la peine de prison, c'est destiné à isoler pour empêcher de nuire à ses semblables, ou c'est destiné à punir ? C'est destiné incontestablement, c'est une réponse. Donc c'est donc une sanction et elle a cette dimension, ce que je qualifiais tout à l'heure, la dimension symbolique. C'est aussi une réponse pratique, c'est-à-dire que ça met quelqu'un à l'écart. Et puis normalement, ça doit être une mesure de réinsertion. Mais donc elle a incontestablement cette triple dimension. Alors il y a d'autres théories. Vous connaissez les théories de Foucault qui consistent à dire c'est la répression des illégalismes populaires et par là même la constitution d'un groupe déviant qui va être un groupe déviant que l'on pourra contrôler. Parce que il aura ses mœurs, etc. C'est pas non plus complètement faux, puisque il y a effectivement, c'est moins vrai maintenant, parce que ça serait intéressant de regarder des carrières délinquantes. Et il y a peut-être une structuration de la délinquance qui est un peu différente. Je ne dis pas qu'avant c'était formidable, les bandits d'honneur, ça n'a jamais existé, ça. Le monde de la délinquance est un monde qui est sans règles. Et ceux qui trafiquent des stupéfiants, tous les trafiquants de stupéfiants avec qui j'ai pu converser, sont un peu effrayés de ce monde sans règles où les dettes ne se règlent qu'à coups de fusil. Et il n'y a jamais c'est un monde qui est un monde quand même d'une violence effrayante où on ne peut compter sur personne. Mais peut-être qu'il y a une structuration qui est une structuration différente. Mais précisément, je crois qu'il faut qu'on construise un appareil qui nous soit un appareil qui soit efficace, crédible et soutenu populairement. C'est donc dire que c'est un programme ambitieux. Merci. Je crois que c'est une bonne manière de boucler la boucle. Donc, merci Dominique Raimbourg d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à toutes, merci à tous pour votre présence et votre attention. Je vous indique le programme de nos prochaines rencontres, sauf réunion, sauf rencontre supplémentaire. La prochaine aura lieu le 23 mai sur un sujet extrêmement éloigné de ce qu'on a fait ce soir, avec le philosophe François Flahault, qui se trouve être aussi un spécialiste de Jules Verne, et qui va nous parler de la démesure dans l'œuvre de Jules Verne à l'heure du principe de précaution. C'est une soirée que nous organisons en liaison avec la bibliothèque municipale et le musée Jules Verne. Et puis le 11 juin, Yannick Guin, qui a assisté au début de la conversation, mais qui était pris par ailleurs, Yannick Guin, dont vous savez qu'il a été longtemps élu à Nantes, adjoint à la culture, et puis vice-président de Nantes Métropole en charge de la recherche. Et maintenant,
conseiller auprès de Louis Gallois sur les questions de réindustrialisation du pays. Et c'est là-dessus que nous l'interrogerons le 11 juin. À la sortie, vous trouverez un certain nombre d'ouvrages en rapport avec les prisons, ainsi bien sûr que les derniers numéros de Place Publique que je vous encourage vivement à lire si ce n'est pas déjà fait. Bonne soirée. Merci.